Qu'est-ce qui fait qu'un homme bascule dans la violence? Et surtout, qu'est-ce qui lui permet d'en sortir? Aujourd'hui, on commence cette nouvelle saison avec Pascal, avec un témoignage fort. Et Pascal, je l'ai rencontré dans un festival pour hommes. Et ce qui m'a marqué chez lui, c'est sa façon de s'exprimer, c'est la sagesse, la douceur qu'il incarne aujourd'hui, qui vient contraster avec la dureté de son parcours. Parce que Pascal, il a grandi dans une cité du 9-3, dans un environnement où la violence, la loi du plus fort, l'absence du père étaient son quotidien. Et tout cela, il a décidé de le raconter dans un livre qu'il a nommé Fils de banlieue, de la haine à l'amour, où il raconte comment un enfant blessé peut basculer dans la haine et surtout comment un homme peut trouver un chemin vers la paix. Et dans cette conversation, on parle de comment il a grandi, comment il s'est façonné en tant qu'homme dans la cité, des rapports de force entre les garçons, du rapport à la violence, et donc de ce chemin de paix intérieure. C'est une conversation parfois dure, mais elle est profondément humaine. D'homme à homme, c'est un espace où on explore les parcours masculins pour comprendre ce qui nous construit et ce qui peut nous transformer. Et si vous souhaitez soutenir actuellement cette aventure, pour information, il y a une cagnotte participative. Vous trouverez le lien dans la description. Place à l'épisode. Bonne écoute. Salut Pascal, Salut Loïc, bienvenue, merci, doublement bienvenue, bienvenue chez moi et bienvenue dans ce podcast. merci. Comment tu te sens? Avec quoi tu arrives? C'est quoi Ah, ta météo du jour, du moment? mais comme je te le disais, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur Bayonne et j'ai refait le trajet et j'avais une compagne pendant quelques temps sur Bayonne et j'avais pas refait le trajet depuis. Et ça m'a, voilà, sur la route, de refaire le trajet, ça m'a relié à ce que nous avions partagé avec cette femme. Et voilà, entre la tristesse, de la colère, des interrogations qui sont revenues. La colère a passé. Le fait que la colère soit passée, par rapport à comment ça s'est terminé, les choses, heu, plus accès à ma tristesse, de la manière dont ça s'est déroulé et comment ça s'est terminé. Voilà, j'ai pu observer ça, qu'une fois que la colère passe, on peut accéder j'ai pu accéder à quelque chose, qui était nécessaire aussi. La tristesse des des interactions entre humains et particulièrement entre les hommes-femmes. Mmh. Mmh. Donc c'était sympa, chaleureux et voilà, ça a nourri mon voyage. Mmh. Ouais, refaire le trajet, refaire le chemin. J'entends quelque chose un peu d'initiatique, ou en tout cas de... Mmh. Mmh. Ok, merci. Moi, je me sens un peu fatigué. Mes nuits sont pas folles en ce moment. Il y a aussi de la tristesse dans un coin, parce que moi aussi, je viens de terminer une histoire et je sens qu'il y a encore quelque chose qui se diffuse. Aussi de la joie et de l'excitation à reprendre ces interviews et avec toi, parce que ça fait un petit moment qu'on se le dit. Et de la curiosité une espèce d'impatience quand même de relancer ça et de voir un peu comment ça va être accueilli. Donc heureux de d'être là avec toi. Et j'aime bien toujours poser à la personne qui arrive avec moi, que j'invite, comment elle se présente. Alors comment tu te présentes, toi? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi? Est-ce que tu es plutôt dans l'être, dans le faire, les deux? Euh, et qu'est-ce qui vient là aujourd'hui? Oh là là, c'est une sacrée question ça. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose, même si j'ai déjà fait des interviews de cette forme-là, mais à chaque fois que j'entends des intervieweurs le poser quand je regarde quelque chose et que la personne, souvent, quand ça commence par ça, je me dis: «Qu'est-ce que je répondrais?» Comment je me présente? Waouh! Franchement, j'ai pas de réponse et ma vie a fait que je suis tellement parti de loin et de ce que je suis aujourd'hui, j'ai envie de dire
qui je serai demain, quoi. Donc aujourd'hui, qui suis-je? Mmh. C'est, un homme en chemin. Ça va être la réponse est Mmh. facile, mais c'est celle qui me vient, un homme en chemin et surtout maintenant, j'arrive à un cap où je vais rentrer dans la soixantaine là cette année, dans 1 mois et demi, même pas 1 mois, mi-mars et bah, ça fait drôle quoi, ce chiffre-là, c'est une nouvelle dizaine, mais c'est la soixantaine quoi. Et je me dis: «Waouh», quand je regarde en arrière, donc bah, tout ce chemin parcouru comment dire? M'amène vraiment à me dire qui je suis, je sais pas en fait. J'apprends tout le temps Mmh. et c'est ça en fait, c'est ce que je comprends de plus en plus maintenant, c'est que le chemin d'une vie, c'est ça quoi. J'aime bien cette phrase qui me sonnait énormément dans ma tête et qu'elle devient de plus en plus elle résonne, c'est une chanson que j'avais entendue comment il s'appelle? Gabin, Jean Gabin qui chantait une chanson, mais j'ai juste retenu ce refrain, c'est: «Plus je sais et plus je sais que je ne sais pas». Mmh. Et je trouve que c'est moi ça me parle et justement, ça m'amène à beaucoup d'humilité. Ce que je sais, c'est ce que j'ai le chemin que j'ai déjà fait, mais Mmh. celui qui me reste à faire et ce qui vient pour moi demain, je sais pas. Mmh. Je sais pas donc aujourd'hui, je suis cet homme-là qui sait pas et qui en plus maintenant que j'ai compris que, bah, c'est super. C'est super de pas savoir. Mmh. Parce que sinon je m'assois sur des convictions, sur des croyances, sur des choses que je veux figer. Et je sais que voilà, voilà l'univers ou le cosmos, on met les mots qu'on veut, la vie, peut peut-être m'amener totalement à vivre d'autres choses et être confronté ou confrontant ou alors, magnifique. Mmh. Parce que c'est ça aussi, Mmh. la traversée, la grande traversée de la vie, c'est ça. C'est, c'est je c'est en ça que j'épouse, comme je dis maintenant, dans les accompagnements que je propose, j'épouse tout maintenant, tout mon passé, qu'à une époque que certaines choses que je rejetais ou qui me mettaient en colère, que j'ai: «Pourquoi moi? Pourquoi ceci et cela?» Maintenant, là où j'en suis, j'épouse tout Mmh. parce que je sais que c'est tout ça, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu à traverser, tout ce que comme je disais, que ce soit des choses satisfaisantes ou insatisfaisantes, que ce soit percutant ou pas, c'est tout ça qui fait le chemin. Mmh. Et là, ça me ramène à cette autre phrase que j'ai mis longtemps à comprendre de Lao Tzu. Moi, j'ai eu beaucoup de petites phrases qui m'ont porté dans ma vie parce que, en fait, en quelques mots, ça peut résumer un tout. Cette phrase de Lao Tzu: «Il n'y a aucun chemin vers le bonheur est le chemin». Et c'est vrai qu'à une époque de ma vie, je visais quelque chose. Et en fait, c'est ça qui me rendait malheureux parce que je n'avais pas ce que je visais. Et donc, mais je ne voyais pas tout ce que j'avais. En plus, tu l'atteins jamais. Ouais, voilà, tu l'atteins jamais parce qu'à chaque fois que tu fais, c'est Ouais. repoussé. Et j'ai fini par comprendre cette phrase maintenant, depuis quelques années, qu'en fait, oui, c'est le chemin qui fait le bonheur. Mmh. C'est comment je l'accueille, comment je le vis. Et dans cette ouverture, je peux voir que moi, depuis 10 ans maintenant, 11 ans, parce qu'on est passé en 2026 là, depuis maintenant 11 ans, dans ce retournement qu'il y a eu en moi, je vis des choses que, comme je dis, c'était même pas en rêve pour moi. Mmh. Voilà, c'était même pas en rêve. On va venir justement sur ce chemin. Et merci déjà pour tout ça et c'est intéressant, bien sûr, ça me parle et ça résonne ce que tu dis et ouais, on va revenir sur ce chemin et donc ta trajectoire, j'aurais envie de dire, c'est le mot qui me vient Mmh. et pour mettre un peu du cadre et du contexte peut-être, je t'ai invité parce que notamment tu as écrit un livre qui s'appelle «Fils de banlieue, de la haine à l'amour», si je me trompe pas. Fait. Il y a une dizaine d'années, hein, maintenant et du coup, voilà, ton parcours, au-delà du fait qu'on se soit connus et qu'on se soit rencontrés dans un festival et que ton personnage m'a touché, ta personne m'a touché. Je trouve ton parcours inspirant, en tout cas, je pense qu'il peut, éclairer des choses chez tout un tas de personnes et donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie de Mmh. t'inviter. Le livre, même s'il a 10 ans, comment tu le présentes? Lui, il est plus Beh, facile à présenter. j'ai envie de dire malheureusement, il est toujours d'actualité, Mmh. Mmh. grandement d'actualité. C'est pour ça que je l'ai écrit. Moi, j'ai témoigné en fait de mes 25 premières années de ma vie, où j'ai grandi dans un quartier, une cité du 93
Et bon, comme tu l'as lu, tu sais, mais enfin, comme tu mets, remettre un peu de contexte, en 2005, quand il y a eu les premières émeutes de banlieue, quand j'ai vu le traitement des médias, ça m'a mis beaucoup de colère parce que le focus qui était mis dessus, c'était juste ces jeunes qui brûlent tout, qui Mmh. cassent tout, qui niquent la France et niquent la police et tout ça. OK, ça existe et c'est condamnable. Mais si on va pas pour moi, si on n'allait pas, puisque j'ai été cette jeunesse-là, j'ai incarné cette jeunesse-là et donc avec la maturité que j'avais acquise à ce moment-là, je savais qu'il y avait un mal beaucoup plus profond qui amène à cette révolte, qui amène à cette colère, qui amène à cette violence. Et c'était ça qui m'a choqué, c'est que on ne montre que ce côté de la violence, mais qu'on ne cherche pas à aller voir le pourquoi ces jeunes, ils en arrivent là. Pourquoi un jeune à 14, 15 ans, normalement, il devrait espérer autre chose que de brûler des voitures et de tomber dans la délinquance. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire à partir de ma propre histoire et du chemin que j'avais déjà fait. Voilà, c'était pour apporter ma pierre à l'édifice et comme je le dis maintenant, à chaque fois qu'il y a un de mes livres, qu'on me prend un de mes livres, qu'on m'achète un de mes livres, je le vois comme une colombe qui part, qui s'envole. Parce que je l'ai vraiment écrit dans un message de paix à partir de ma propre histoire et c'est ça qui m'a porté et qui m'a donné l'énergie parce que ça a été demandé énormément d'énergie pour écrire parce que Ouais. moi j'ai quitté l'école en troisième avec un niveau, déplorable de cité. J'ai pas toujours parlé comme je parlais là, j'avais le langage de banlieue, hein, le ziva comme on dit Mmh. et donc ça a été un gros chemin déjà pour m'en sortir, pour sortir de la cité et puis m'en sortir psychologiquement aussi. Et c'est pas facile de sortir de la cité parce que, je l'ai vécu, et comme j'aime à préciser, moi en tant que Gaulois, c'est-à-dire français d'origine, ça a pas été facile parce que j'ai pas été accueilli les bras ouverts quand j'ai voulu sortir de ma cité. Mmh. Parce que déjà parce que, bah, j'avais l'accent de la cité, je parlais un peu la banlieue quoi, donc tu tout de suite repéré Mmh. et puis parce que j'avais pas les codes de la société non Mmh. plus. Ah, parce que comme je l'écris dans le livre, la cité, il faut voir ça comme une enclave avec ses propres lois, entre guillemets, et ses Mmh. propres codes. Et quand tu es dedans, bah, si tu veux survivre, tu dois t'y plier, quoi. Mmh. Sinon, t'es mort quelque part. Ouais. Mmh. Donc, les valeurs sont inversées. Voilà. Non, donc ça, c'est tout des choses qu'il faut se reconstruire derrière. Les valeurs, pas mal de valeurs sont inversées dans la cité. Pour citer, ce que je pourrais dire des valeurs, bah, hem par exemple, quelqu'un qui va vendre de la drogue, c'est condamnable par la société et je dis que c'est OK, c'est condamnable et tout ça. Mais quand cette personne qui a de l'argent et que c'est lui qui va payer la facture d'électricité, c'est lui qui va donner de l'argent à une famille qui a pu comme j'ai pu le voir moi, mon cousin qui était vraiment à un autre niveau que moi et qui eh beh, tu condamnes plus la personne de la même façon Mmh. parce que, elle aide, même si ce qu'elle fait, c'est délictueux, la personne que tu as en face de voix, tu vois qu'elle fait du bien dans l'entourage de la misère dans laquelle on baignait. Ouais. Donc c'est ça que j'explique pour un jeune qui grandit là, les valeurs sont inversées. Où sont les méchants? Mmh. Est-ce que c'est ceux qui nous font subir, qui font subir, ou c'est ceux qui essayent de s'en sortir, même si c'est délictueux? Donc je sais qu'il y a des personnes, j'ai déjà donné des conférences en abordant ce sujet, que ça pouvait irriter, parce qu'il y a tout de suite de la condamnation. Je peux comprendre. Moi, ce que j'invite, c'est d'aller mettre de la compréhension Mmh. là-dessus. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Mmh. Ça continuera, comme je l'explique dans le livre, à un moment donné, le le chien continue à se mordre la Ouais, le queue, cercle quoi. vicieux. C'est un cercle Mmh. vicieux, ouais. Comment dire? Mmh. Le rejet, la rejet de la cité rejette la société rejette la cité, c'est les personnes qui y vivent et il y a pas d'entente, il y a pas de passerelle, quoi. Et ce livre-là, moi, j'ai voulu l'écrire justement comme une passerelle. Et je suis content parce que des personnes qui l'ont lu et qui étaient parce que beaucoup de gens me disent: «Ouais, faut que tu fasses des conférences dans les cités», mais les gens, j'ai pas besoin de leur raconter mon histoire dans les cités, ils la connaissent. Je l'ai plutôt écrit pour les personnes qui Mmh. sont à l'extérieur de la cité. Pour faire comprendre toute la difficulté que c'est d'y vivre et tout ce mécanisme qui peut amener à glisser dans la délinquance parce que c'est le chemin, entre guillemets, «le plus facile» et celui qui est jalonné dans une cité. Mmh. Ouais, OK. j'en Ouais, parle dans le livre, ouais. Mmh. ouais, c'était vraiment tu ton intention elle était plus de t'adresser aux personnes à l'extérieur de la Extérieur, cité. oui. Il y avait pas tout de même une envie de partager toi, ton parcours et comment finalement t'en es sorti? Sans rejeter ton histoire, mais en tout cas de voir en tout cas quel a été ton chemin pour aller vers peut-être autre chose? Non, 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 la motivation, Mmh. initiale, première.
et qui m'a vraiment poussé parce que ça a été, comme je le disais à un moment, une sacrée expédition d'écrire ce livre. J'aurais jamais cru que j'y arriverais, mais la vie m'y a aidé, m'a amené vers les personnes qu'il fallait pour que ça puisse se faire et que ça devienne un livre. Mais je l'ai écrit avant tout et non, c'était vraiment pour témoigner justement, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux médias, ce qui est renvoyé par les médias, juste cette violence, cette délinquance qu'on dénonce et c'était ça que je voulais montrer, moi, l'arrière-plan derrière et que j'ai jamais vu ça. On voit rarement Mmh. ou presque jamais. On te montre pourquoi on en arrive là et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller à l'origine, là, la racine du mal Ouais. qui amène à cette violence. Parce que après, c'est ce que j'explique dans le livre, tout ça, je le fais que, ça rejaillit sur la société. Ça rejaillit sur la société. Donc, c'est comment on se rend compte, comment on se retrouve et comment on harmonise tout ça et on pacifie tout ça. Voilà, pour éviter, cette guerre, parce que quelque part, c'est une guerre, quoi. Mmh. Quand j'entends des propos et merci aussi parce que c'est aussi quand je suis arrivé à Tarbes, j'ai entendu des propos, suite à ces émeutes de banlieue, vraiment haineux par rapport aux gens qui vivaient là et les gens ne savaient pas que moi j'avais grandi là et ça a été violent pour moi d'entendre des propos haineux comme ça, jusqu'à un collègue de travail qui a dit: «Moi ça tiendrait qu'à moi, j'enverrais l'armée, je Ouais. raserais tout et je cramerais tout le monde». Cette phrase, elle m'a mais elle cette phrase, c'est ça qui m'a été vraiment le détonateur Mmh. pour écrire le livre. Je me dis: «Je qu'est-ce que je fais?» Je Mmh. lui rentre dedans comme j'aurais fait à une époque et je lui casse la gueule pour lui montrer ma colère et comment je suis blessé. Ou j'ai contenu à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais en capacité d'accueillir ma colère, dire: «OK, il sait pas». En Mmh. fait, c'est de l'ignorance parce D'ignorance, qu'il ouais. sait pas, Ouais. parce que je suis convaincu que si lui, il avait été dans les mêmes conditions, il aurait sûrement à 90 de chances au Mmh. minimum fait la même chose, mais parce qu'il sait pas. Donc c'était une condamnation, mortelle quand même et c'est ça que je me suis dit: «Puisqu'il sait pas, il y a quelque chose en moi qui a dit: témoigne, Mmh. témoigne» et c'est ça qui m'a donné l'énergie d'écrire et qui m'a poussé. Mmh. Donc c'était vraiment pour répondre à ta question, pour ouais, les gens qui sont à l'extérieur. OK. Et après, souvent on me dit: «Mais pourquoi tu vas pas dans les cités pour les jeunes et tout ça?» Pour l'instant, j'ai pas eu d'invitation. J'ai Mmh. jamais personne dans une cité, j'ai eu des contacts, mais personne m'a fait venir pour parler à des jeunes, si j'ai eu 2 fois des jeunes avec, des familles d'accueil. Mmh. Mais c'était des jeunes qui avaient été mis en famille d'accueil parce qu'en difficulté et ces familles-là, 2 familles m'ont fait venir pour leur parler à un jeune en individuel comme ça. Ça s'est très, très bien passé, ouais. Mmh. Ouais, ça merci pour ce partage et ouais, c'est vrai, ça me questionnait. Bon, tu l'as répondu, mais je me disais: «Tiens, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas justement à la rencontre des cités pour en parler?» Bah, peut-être ça viendra, qui sait? S'il y a besoin. Mmh. Hem, Moi, ce que je suis curieux forcément, c'est de revenir sur ce parcours et de, comment tu as grandi, en fait, en tant qu'homme, Mmh. Mmh. et déjà que le petit Pascal et comment il était le petit Pascal à l'époque dans, Ah. l'environnement et heu et de la jeunesse et tu vois, je me rends pas compte à quel point, à quel âge tu as été, confronté à des situations, peut-être qu'un enfant ne devrait pas vivre à un tel âge. Donc comment il était, ouais, le petit Pascal? Très tôt, hein, j'ai été confronté très tôt, déjà, au choc de ce monde. Comme je dis, moi, j'ai l'atterrissage, c'est pas un atterrissage. Quand je suis arrivé sur cette planète, c'était un crash, comme beaucoup. Je m'amuse à dire ça maintenant, hein. Mais un crash, on peut en survivre, hein. Et parce que, déjà, ça a commencé parce que ma mère était violente avec moi, physiquement, psychologiquement, moralement, donc très tôt. Les premières violences, je me rappelle, vers 6 ans, 5-6 ans, quoi. Et puis ça a été crescendo. Donc ça a déjà été le premier choc et c'est le cas de le dire, Mmh. parce qu'elle a été vraiment, il y a eu des violences physiques, importantes qui m'ont laissé des traces, psychologiquement, qu'il a fallu que je traverse et que je guérisse, ça c'est sûr. Et après mes 10 ans, mes parents ont divorcé et donc là, ma mère est partie, je suis resté, avec mon père et là, j'ai glissé, avec ma mère, il y avait quand même elle était dure avec moi, mais il y avait quand même un cadre. Elle me laissait pas sortir dehors dans la cité, tout ça, je restais enfermé, qu'à l'école et je traînais pas, comme on dit. Bien qu'à savoir, pour replacer les choses, là, ce que je dis, c'est voilà, le divorce de mes parents, c'est 76, hein, commence à remonter, donc c'est ça aussi que je veux préciser, c'est que moi
l'univers que j'ai connu de la cité, je l'ai vu se gangréner et s'aggraver tout au long. Moi, on va dire que c'était les prémices, mais il y avait déjà beaucoup de violence multiples. Et donc après, après le divorce, donc je me retrouve avec mon père, il a beaucoup moins de cadre. Et lui, il rentrait tard, il me laissait surveiller à sa sœur, qui des fois je mangeais chez elle, mais bon, bref, j'ai commencé à traîner très tôt, quoi. À Mmh. 11-12 ans, j'ai commencé à traîner. Donc C'est ta mère qui t'a donné finalement plus de cadre à l'origine que ton père? bah oui, elle avait verrouillé là, et avec mon père, il était pas là. Et oui, c'est ça, ouais, ouais. Mmh. Mon père était très, très absent. Et puis, quand je dis absent, c'était aussi bien absent, par la présence, Mmh. mais quand il était là, maintenant je sais, mais qu'enfant, je comprends maintenant avec la conscience que j'ai de comprendre que c'était une coquille vide, en fait. Il y avait Mmh. personne dedans. Et ça, le petit garçon, je vois qu'il cherchait son père. Même quand là, je parle quand mon père était là, Mmh. je ressens en moi que le petit garçon, il est où mon père? Même quand il était là physiquement, parce qu'en fait, il n'était pas là. Mmh. Il Il y avait était pas pas de là. lien, il y avait pas de connexion. Non, il y a pas de connexion et puis lui-même devait être sûrement perdu, quoi, Mmh. pas savoir dans ce monde qu'est-ce que je fais, je sais pas, je connais pas tous ces tracas. Moi, là, je parle d'un enfant de 8-9 ans qui découvre le monde, son père, et j'idéalisais mon père forcément parce que mon Mmh. père ne m'a jamais battu et j'ai eu quelques bons moments avec lui comme il était routier, il m'emmenait dans son camion, donc en tant que petit garçon, voilà, assis à côté dans le grand camion de papa, c'était quelque chose. Mmh. Mon père qui était assez petit, là, dans le camion, il devenait un grand personnage. Et puis je l'ai écrit dans mon livre, c'était une façon de me préserver quand même un espace de paradis quand même, vu que c'était violent avec ma mère à la maison et tout ça. Donc Le fait d'idéaliser? ouais, je Ouais. pense maintenant que mon père, voilà, je l'avais sacralisé parce que j'avais ces moments avec lui, il y avait pas de danger, quoi. Mmh. Voilà, il m'a jamais crié dessus, mais voilà, il y avait pas de cadre non plus, tu vois. Mmh. Mais en tant qu'enfant, moi je voyais cet espace sécure en fait. Mmh. Mais en quelque part, lui, il a ouvert totalement les portes pour que je traîne et ça m'a amené dans un autre monde où là, c'est la violence. Je commençais très vite à comprendre la violence et là, toujours pareil avec le regard maintenant, avec le chemin que j'ai fait, quand je me reconnecte à cet enfant, le petit Pascal, comme tu as dit, que je regarde, que je me recontacte à lui, que je regarde le monde que je voyais à ce moment-là, c'était énormément d'incompréhension, quoi. Mmh. Ouais, énormément d'incompréhension. C'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde de violence? C'est quoi ce monde de prédation? C'est moi une des premières images qui m'a choqué en dehors de l'appartement où je subissais les violences de ma mère, parce que ça se passait tout le temps dans l'appartement et jamais à l'extérieur. À l'extérieur, c'était les menaces que tu vas voir ce que tu vas prendre en rentrant. Et donc l'image la plus choquante, une des premières que j'ai eues, c'est, tu vois, j'avais moins de 10 ans parce que mes parents, ils étaient encore ensemble, donc j'ai un gros marqueur. C'est, je prends l'escalier parce que l'ascenseur est en panne et j'ai une vision d'un mec qui vient de se shooter, un junkie, Mmh. qui est complètement dans les vapes avec là encore la seringue dans le bras et j'ai moins de 10 ans, quoi. Mmh. Et là, je sais même pas ce qu'il fait, en fait. Mais en tous les cas, je vois quelqu'un qui est dézingué, qui saigne du bras et je reste avec ça, quoi. Voilà, c'est une image que j'ai retravaillée en psychologie, en thérapie, parce que pour l'enfant, ça a été hyper violent parce que là, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, même Mmh. s'il y a pas eu d'agression, mais donc voilà, c'est ce monde-là dans lequel j'ai grandi et c'est tout ça que moi, c'est un épisode que j'ai pas parlé dans mon livre, parce que j'ai pas tout dit. J'ai pas voulu en faire un recueil de misère mais j'ai témoigné quand même de quelque chose de difficile, mais j'ai pas tout mis pour pas justement que ce soit trop lourd à lire. Mmh. Mais voilà, j'ai des choses comme ça, donc ces choses-là, quand tu es gamin et après que tu grandis dans ce milieu-là et qu'il y a ça génère énormément d'incompréhension et après de la violence à l'intérieur de soi, quoi, de ce monde Mmh. impartial, quoi. Ouais et d'injustice, voilà, Mmh. et l'injustice et ce qui est choquant aussi, ça, ce que j'ai travaillé en thérapie, tout ça, j'ai été mis de la lumière dessus. Ma part de violence que j'avais, elle était multiple. Celle que j'ai subie, celle que moi j'ai fait subir, celle que j'avais envers moi-même parce que je m'aimais pas. Donc tout ça, ça faisait un cocktail, mais un cocktail Molotov, quoi, même de la nitroglycérine, Mmh. sûrement comme mes potes de l'époque. J'imagine, j'ai coupé les ponts maintenant et tout ça. Mais moi, c'est ça que je voyais, ce cocktail de violence que j'avais en moi par rapport à tout ça, la société, ce que j'ai vécu avec ma mère, mon père qui est pas là, moi-même après qui bascule dans la violence et il y a une partie de moi qui sait que ce que je fais, c'est pas bien. Mmh. Mais dans la cité, c'est les codes. Si tu fais pas ça, tu deviens vite une proie parce que t'es pas
courageux, t'es pas un homme, justement, Ouais, parce que tu ouais. fais pas le dingue. Mmh. Et c'est là que pour t'en sortir, il faut faire des conneries, des dingueries et être méchant. T'en souviens le jour où toi tu bascules, dans cette violence? Ou Non, c'est toi qui l'initie? c'est graduel. Plus tu grandis, parce que tu grandis, il y a 12, 13 ans, 13, 14 ans, et il y a des paliers. Mmh. Des paliers, puis Ou limite tu t'aperçois même plus qu'il y a une certaine violence. non, tu baignes dedans, tu es Mmh. dedans. Puis en Ouais. plus, moi, j'ai subi dès l'enfance, la violence. Donc la violence, elle est là. J'ai juste compris, c'est ça que moi j'ai analysé. Et dans mon livre, j'essaie de l'aborder un peu, mais maintenant j'ai 10 ans de plus aussi de conscience par rapport à ça. J'ai continué mon chemin. C'est que je grandis, pour revenir au petit garçon, ça t'a posé la bonne question. Pour moi, le petit garçon, il grandit dans ce monde-là. La cité, c'est une enclave. C'est une enclave, c'est là, et tu comprends pas aussi, mais qu'est-ce que fait la société pour nous, quoi? Mmh. Tu te sens abandonné, tu te sens, rejeté. Tout ça, c'est hyper violent. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, quand tu veux en sortir, à mes 20 ans, quand j'ai commencé à m'en sortir, comme je dis, on m'a pas accueilli les bras ouverts. Et comme j'aime à préciser, moi, je m'appelle Pascal Nobécourt et je suis un un Gaulois, parce que c'est mes potes qui disaient ça de l'époque. Toi, Ouais. on est français, mais toi, tu es un Gaulois. J'avais pas compris la profondeur de cette phrase quand ils me le disaient, mais eux l'avaient déjà comprise. C'est-à-dire que oui, il y avait une différence, c'est-à-dire mes potes, qui étaient d'ici de l'immigration, bien sûr. C'est eux qui me disaient: «Toi, t'es un Gaulois». Ouais, bien Je dis: sûr. «Mais on est français tous les 2». Il me dit: «Ouais, on est français tous les 2». Parce que c'est vrai, faut pas l'oublier quand on voit maintenant, je précise vraiment là-dessus, quand je vois où est-ce qu'on en est par rapport, je veux pas faire politique, mais voilà, tout le monde comprendra que là où on en est maintenant, dans ce rejet de l'autre, du faciès, Mmh. c'est extrêmement violent à vivre. Moi, je l'ai vécu en tant que Français parce que je venais de la cité. Mais quand t'as pas les les yeux bleus comme moi, tu t'appelles Pascal Navécourt et que tu es quand même blanc, le rejet est encore plus violent. Parce que là, on te rejette juste pour ton faciès, et qu'on te dit: «Retourne dans ton pays». C'est super violent et à encaisser. Donc forcément, ça génère de la violence et de la colère, et qu'à un moment donné, elle rejaillit. Parce que quand tu as 14-15 ans, 16 ans, 17 ans, faut pas demander à un gamin de cet âge-là, en tous les cas, moi, je le ferai pas, d'aller lui demander: «Eh oh, calme-toi, comprends». Non, tu es juste dans l'explosion, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Donc pour revenir à moi, j'ai vécu ça, ouais, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Mmh. Moi, j'ai des anecdotes comme ça, vers 15-16 ans, 14-15 ans, on commençait à aller traîner à Paris. Voilà, en bande, on se baladait parce que c'était notre sortie, quoi. On prenait le RER et on fraudait, bien sûr, parce qu'on n'avait pas d'argent. Entre guillemets, il y avait pas grand-chose à On faire. n'avait pas grand-chose à faire, on n'avait pas d'argent pour aller au cinéma, pour aller à la piscine. Bon, on avait des bons de réduction et tout ça, on allait un peu à la piscine, mais le cinéma, c'était pas accessible pour nous. Donc on allait à Paris, c'était voilà, c'était la sortie, c'était notre voyage à l'autre bout du monde. Et on fraudait, bien sûr, on n'avait pas les moyens de payer un billet aller-retour, parce que voilà, il y a beaucoup de critiques, mais les gens savent pas quand t'as pas l'argent. Et comment tu peux demander à un gamin de 15 ans, 14 ans: «Bah non, tu vas pas voler ou tu vas pas faire ci». C'est difficile. Je sais qu'il y a des gens, que quand j'ai donné des conférences, que ça a révolté, mais j'essaie de montrer l'envers du décor. Et donc, Et surtout qu'il y a des causes, en fait, qui provoquent tout ça. tu sais, bien sûr, la misère sociale, et pour moi, on n'éradiquera pas la violence tant qu'on n'aura pas éradiqué la misère sociale. Pour moi, ça va de pair, c'est clair et net. Donc pour revenir à cette anecdote que je raconte, on part sur Paris, et on se retrouve dans les beaux quartiers haussmanniens, le 8e arrondissement, et j'ai toujours cette image-là, c'est un choc. On se balade devant et on se retrouve devant une vitrine, il y avait des chaussures. Et là, à l'époque, bon, je sais plus combien c'est le prix, mais je vais dire en euros, ça serait, on voit une paire de chaussures, enfin il y a plusieurs, mais notamment une qui est en vitrine. Aujourd'hui, je pense en traduction franc, parce que c'était en franc à l'époque, Et ça ferait une paire de chaussures à 2 000 €. ouais. Pas 2000-2005, et là, nous, on est là et on sait que c'est 2 ou 3 fois le salaire de nos parents, Mmh. et on se dit: «Il y a des gens qui peuvent acheter cette paire de chaussures». Toi, j'ai 14-15 ans, je découvre le monde, parce que Mmh. maintenant je sais qu'il y a des gens qui vont payer des nuits Qui vaut d'hôtel une d'autres nuit choses d'hôtel encore à plus, ouais. 25 000, 30 000 € la nuit. Là, on était juste, nous, à 14-15 ans, de là où on venait, on voit une paire de chaussures, parce qu'il y avait pas la télé, il y a pas internet comme on a maintenant, on peut avoir une ouverture sur le monde. Nous, on découvrait ça, quoi. Ça a été un choc. Et c'est un choc dans la violence. En tous les cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais pas comment mes copains ont été choqués. Après, maintenant, je sais pas s'ils en parlaient. Mais moi, aujourd'hui, je sais qu'à cet instant T, il y a un choc en moi, un schisme, et me dit: «C'est quoi ce monde?» Nous, on se bataille pour avoir, comme nous on disait, À boucler bouffer. les fins de mois, Ouais. et tu as des gens qui peuvent s'acheter une paire de chaussures à ce prix-là. Mmh. Et ça, c'est violent. J'imagine la blessure d'injustice,
plus. Et du coup, dans le com, tu grandis comment dans ces codes, dans cet environnement? Bah, déjà, Ouais, comment tu deviens homme ou en tout cas, voilà, comment? dans un premier temps, instinct de survie. Mais je le sais pas à l'époque, hein. Tout ce que je dis là, c'est de l'analyse, c'est du chemin. Je comprends que je suis en instinct de survie. Je comprends qu'il faut que je fasse que je mimétise. Phénomène de bande, de gang. Il faut que tu fasses des choses pour prouver que tu es valeureux, tu as des couilles, Mmh. tu es un homme, tu es un Mmh. bonhomme. Si tu le fais pas, tu commences à être mal vu dans le sens, ah, il est faible en fait. Ouais. Et si tu es vu faible, tu deviens une proie. On va t'abuser d'une manière ou d'une autre. Ça peut aller jusqu'au viol. Il y en a qui étaient des mecs qui étaient assez dézingués pour quand ils voyaient un mec qui allait pas être suffisamment dangereux pour se défendre, qui pouvaient lui demander des faveurs, quoi. C'était Mmh. pas général, mais j'ai connu des gars pour si à partir du moment où tu étais faible, pour eux, tu étais, ils pouvaient t'abuser, quoi. Mmh. Ouais, c'est quand tu sais ça, eh ben, il y a enfin moi je parle en moi, je il y a un truc en toi Mmh. qui se verrouille là. C'est ça, à l'époque, je le savais pas. Mmh. C'est quand j'ai travaillé en thérapie que j'ai été déverrouillé tout ça. Il y a un truc qui se verrouille et qui dit: «Bah non, moi je veux pas Ouais, finir, ça ah bah ça oui». bloque quoi, c'est Et là, il faut que tu sais que mmh. c'est l'instinct de survie là. Tu sais qu'il faut que tu montres les crocs pour pas que devienne une proie. Donc c'est l'engrenage. Plus toi tu deviens violent, plus ton en face il a peur de toi, donc il devient violent et l'autre toi on s'impressionnait quand je dis on se battait pas, on était en mode mais il fallait montrer que si tu me cherches, tu vas Ouais, trouver à qui parler. j'imagine qu'il y avait beaucoup d'intimidation. Bah oui, c'est Mmh. énormément d'intimidation, il faut Mmh. apprendre ça aussi. Mmh. C'est-à-dire que faire comprendre à l'autre que OK, tu veux ça, moi, mais il va falloir que tu vas pas l'avoir comme ça, il va y avoir bataille. Mais il faut pas en arriver là, en fait, parce que tu sais pas comment ça va sortir. C'est juste être suffisamment impressionnant pour que l'autre il se dise: là, j'y vais pas». Donc tu es tout le temps en état de vigilance, tout le temps. Il y a Insécurité à Nantes, il y a pas longtemps, il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, ouais, 7-8 ans maintenant, parce que ça fait tellement. En thérapie, ça m'est revenu. J'étais avec un gars qu'on savait qu'il avait tué. Mmh. Il n'a pas été pris parce que bref, il était un peu plus âgé que nous, il avait 3-4 ans de plus. Et j'ai revécu une scène où en fait, à mes 14-15 ans, j'étais à côté de lui. Et en fait, j'ai revécu ce qui s'était crispé en moi de savoir que ce gars-là, qui était à côté de moi, il avait tué et on le savait qu'il avait tué. Donc j'ai revécu la peur de se dire: «Ce gars-là est un meurtrier, il est à côté de moi. Qui dit que ça va pas Il être va moi pas le te tuer, prochain?» quoi. Et ben, je l'ai revécu que, tu vois, il y a 7-8 ans, quoi, à mes Mmh. 53 ans. Mmh. Peur, mais cette peur que j'ai vécue, il fallait surtout pas que les autres la voient. C'est un truc de fou, quoi, parce que tu es obligé de tout verrouiller tes émotions. Mmh. Parce que si l'autre, il voit une faiblesse chez toi, ça peut être, perdu. Donc ça, c'est la première étape et moi, ce qui a commencé à m'amener à m'ouvrir, heu, au monde, c'est là, j'ai eu la chance pour moi, ça a été de faire mon service militaire. Mmh. Parce que là, ça m'a fait sortir de la cité et de rencontrer d'autres personnes que dans l'enclave de la cité et commencer à rencontrer d'autres personnes qui venaient d'autres mondes, bien qu'ils venaient de France, mais d'autres mondes, un autre monde. Et ça a commencé à éveiller des choses en moi et j'en parle dans mon livre, donc comme tu l'as lu, de ce fameux Tonio là, qui lui vivait dans les beaux quartiers parisiens, mais qui avait la même condition que moi puisque ses parents étaient, concierges et qu'on a sympathisé à l'armée ensemble et lui, bah, il avait un tout autre itinéraire que moi en ayant grandi dans les 7e arrondissement, qui est un des plus beaux, quartiers fait partie des quartiers les plus chics de Paris, Mmh. avec le 8e et le 16e. Et donc, durant des permes, j'ai commencé à aller chez lui et donc découvrir un autre univers, qu'est-ce que c'était que la poésie, il m'a emmené au musée au Quai d'Orsay, donc des tableaux et tout ça, ça a commencé à ouvrir à un autre monde. Et voilà, c'est un autre monde, tout en étant que Mmh. c'était à quoi? À 30 kilomètres de chez moi, en fait, à vol d'oiseau. Et ça a commencé à me dire, il y a autre chose. Et non seulement ça m'a montré un autre monde à l'extérieur, parce que lui, en Mmh. plus, bah, il était séducteur, il y avait des jolies filles et tout ça. Donc là, j'ai commencé à aller en boîte et tout ça avec lui et m'ouvrir à autre chose que ce que j'avais connu. Et donc ça m'a ouvert à un autre monde, mais aussi un autre Mmh. monde en moi qui a commencé à apparaître. Que je n'étais pas simplement ce jeune voyou, cette racaille, cette violence, et que le monde n'était pas que ça non plus. Mmh. Même si à la cité, c'est vrai qu'on me l'a reproché, je regrette, j'en ai pas parlé dans les livres, j'ai vécu aussi des bons moments, comme des partages de couscous, des frères, j'allais dire, des bons, notamment un frère que j'avais, un copain,
copain de mais avec qui j'étais très proche, qui s'appelait Jamel Nemish, que je salue, je sais pas s'il est encore en vie, mais qui m'a fait rentrer chez lui, dans l'appartement avec ses parents et comment j'ai été accueilli. Là, j'avais 13-14 ans et c'était magique pour moi. Je rentrais dans un autre univers parce que toute la déco était du Maghreb. Donc, comme je vous disais, je m'amusais à dire, en passant le pas de sa porte, je voyageais sans prendre un Mmh. billet d'avion, quoi. Mmh. Parce que toute la déco et puis j'étais accueilli comme un prince, comme un roi, quoi. Et partager le couscous et tout ça. Donc, j'ai eu ces bons moments. Et c'est vrai que on me l'a reproché dans le livre et que je tiens maintenant à le dire, qu'il y avait aussi des moments de grâce qui Et des m'ont aussi valeurs des et de valeurs, oui, quand même, voilà. Ouais, il y solidarité. avait pas que de la violence. Mmh. Mais quand je parle de violence, c'est aussi la misère sociale qui est violente. C'est de voir des gens qui s'en sortent pas Mmh. et j'en parle dans mon livre un peu, j'aborde quelques passages par rapport à cette misère sociale qui, pour moi, a généré énormément de violence, même après m'être sorti de la cité. Et tu t'en souviens de ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu vois, je suis curieux de moi, personnellement, j'ai pas vécu autant de violence, mais tu vois, je sais que par contre, j'étais coupé de tout ce qui se passait en dessous parce que, ouais, dans dans un on va dire comment dire? Un autre carcan, je montrais pas ma sensibilité. Mmh. Heu, est-ce que et je me souviens un peu de ce qui se passait en moi. Toi, j'imagine que ça devait être, mais rendu bouillonné à l'intérieur et comment tu avec ça? Bah, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, donc Fils de banlieue et de la haine à l'amour, parce que, bah oui, j'ai connu la haine, j'ai été protégé par au moins 3-4 fois, j'aurais pu tuer, quoi. Mmh. Et j'étais parti pour tuer d'ailleurs. Mmh. Et le gars dans mes yeux, il l'a vu et il a tout de suite baissé. Et il y a une fois où ça aurait pu le faire, et là j'étais parti. Là, ça avait commencé, et c'est mes copains qui m'ont arrêté. Ouais, ouais, c'est pour ça que quand je parle de la haine, je sais ce que c'est. Ouais. Mmh. J'ai été au firmament de la colère, était largement dépassée. La colère, c'est rien à côté de ça. Quand j'ai eu ouais, j'ai été protégé parce que d'autres ont commis l'acte, comme ce gars que je parlais là. Je le citerai pas, mais bon, de toute façon, il est mort maintenant. Lui, je sais qu'il est mort. À son tour, il a subi un règlement de compte. Mmh. Mais voilà. Ce que je sais, c'est que j'aurais pu passer à l'acte, ouais. Et ça s'est joué à pas grand chose, vraiment. Mmh. Donc j'ai connu cette violence extrême qui t'amène à vouloir détruire l'autre totalement, quoi. Mmh. De le tuer, c'est vraiment, je sais j'ai eu cette pulsion. Mmh. J'ai eu cette pulsion. Et Donc ce que j'appelle le goût du sang. ouais. Alors Et ça peut choquer, mais c'est ce que tu as vécu. c'est ce que j'ai ressenti Mmh. à ce moment-là. Mmh. Et ça, pareil, je l'ai travaillé en thérapie, hein. J'ai Mmh. pas sorti tout ce que je dis, c'était pas analysé quand je l'ai vécu, hein. Mmh. C'était, À ce moment-là, tu es ah bah, dans tu exploses, ouais, hein. ouais. Et là, c'est le trou noir, comme on dit. C'est pour ça que maintenant je comprends les gens qui passent en justice, qui ont tué quelqu'un, et j'ai entendu des procès et qui disent: «Je me rappelle de rien». Mmh. Bah, moi, c'est pareil. Quand Une je pétais les plombs une comme espèce ça, ah bah, il y a d'occultation un de blackout, ouais, un de blackout là, total, protection. ouais. Mmh. Et la fois où je te parle, où mes copains m'ont arrêté, en fait, moi, je me souviens juste quand je me suis projeté sur le gars, et c'est tout ce que et ce qui s'est passé après, je sais pas combien de temps s'est passé, je me retrouve, je suis tenu par mes copains qui me disent: «Arrête Pascal, arrête, arrête». Mais attends, et le gars est esquinté, quoi. Ouais. Et après ils m'ont dit: «Tu allais le tuer, quoi». Mmh. Et je sais pas ce qui s'est passé entre les 2, quoi. C'est le blackout. Et c'est pour ça que je sais, pour l'avoir vécu sans avoir été, heureusement, Dieu merci, d'avoir tué quelqu'un, je comprends maintenant ceux qui sont en procès qui disent: «Je me rappelle de rien». Il y a Mmh. eu juste l'explosion et le retour d'un seul coup à la réalité parce que ça redescend. Mmh. C'est pour ça que je parle de haine. Et la haine, je la mets, ouais. Je l'ai traînée longtemps d'ailleurs, même. Mmh. Et du coup, ouais, il y a ce service militaire, il y a cette rencontre, il Mmh. y a un nouvel environnement et qui t'ouvre, bah, une autre part de toi, j'entends, et peut-être à quelque chose de plus sensible. Heu et vraiment avant, il y avait aucune, comment dire? Il y avait des situations quand même où tu commençais à sentir cette sensibilité ou vraiment c'était en mode: «Non, ce truc-là, il faut surtout pas le sentir», comme tu disais et non, il y avait vraiment c'est vraiment Possible. à partir de ce moment-là que tu Oui, t'ouvres ça à cette part commençait de à toi. s'ouvrir, de voir, c'est sentir ça, cet Mmh. espace-là. Oui, ah non, avant, c'est impossible. C'est 2 zones de danger. Mmh. Enfin, c'est pareil, hein, je le savais pas à l'époque. Oui, C'est bien sûr. après que, comme je te dis, c'est exactement ça. Après, j'ai vu que j'étais en confiance avec Tonio, qu'il allait pas me prédater,
Mmh. qu'il allait pas abuser de moi pour, parce qu'il est Dans des faible sur rapports de ça. force. Voilà, un Mmh. rapport de force, de tout ça, c'était c'était de la véritable amitié. Même si nous, il y en avait aussi, mais c'était une autre forme. Là, je peux baisser les armes, je peux me montrer, commencer à toucher quelque chose en moi Mmh. que je pouvais pas contacter. Cette comme se dit, c'est cette sensibilité, tout ça, si tu montres ça à la cité, si tu es sensible, tu es mort. Mais maintenant, j'ai envie de dire, dans notre société, ça fonctionne comme ça. Cette semaine, j'entendais encore parler avec des hommes qui disaient, ben, accéder à sa sensibilité, c'est pas bien vu, même pour des femmes, des fois, même pour des femmes. Tout à fait. Dans le management, là, on parle de la cité, mais moi, maintenant, ce que je sais du management à haut niveau, faut pas de sentiments. Mmh. Un mec qui va être cadre et tout, qui va se mettre à pleurer à une réunion parce qu'il a un truc, il va être vu comme faible. On lui donnera pas un poste supérieur. Parce qu'on va dire, il est faible, il est pas capable de diriger une équipe ou ceci. Mmh. Donc c'est la même chose, il y a une violence pareille où on Et c'est censure, systémique. voilà, c'est sûr, et on censure à l'homme, entre autres, mais aussi les femmes le vivent. Mmh. Mais on parle pour les hommes, la partie avant. Et donc elle est là, je l'ai observé ça, cette violence, par des témoignages d'hommes qui sont retrouvés à haut niveau de direction et qui voulaient accéder, mais d'un seul coup, un jour, ils ont eu une faiblesse, la porte s'est fermée. Mmh. C'était fini d'accéder au et après même, j'ai entendu ces hommes dire: «Les rapports avec leurs collègues avaient Avait changé, changé». ouais. Donc on voit bien qu'il y a pas qu'à la cité où c'est interdit, c'est juste que c'est à un niveau peut-être, à un level plus important, Ouais, parce que là, il peut y avoir vraiment aussi atteinte physique et pas que psychologique. ouais, dans la cité, il y a comme un révélateur plus important. Un danger Mmh. supplémentaire, ouais, que cela c'est physique. Et et du coup, c'est c'est marrant parce que, bah, la première interview que j'ai faite de cette nouvelle saison est avec Charles Davoine qui est passé par l'armée. Donc on a parlé de ce service militaire. Dans l'actualité, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Moi, je me suis toujours questionné, tu vois? J'essaye toujours de voir, bah, peut-être certaines choses, comment elles peuvent amener du bien et comment elles amènent aussi du pas bien. Je suis persuadé qu'à tout un endroit, il y a le service militaire, il y a des choses sur lesquelles je suis pas OK. Mais par contre, tu vois, dans ton témoignage, le service militaire, il nivelait, je trouve, la société. En Mmh, tout cas, ce mmh. que tu dis, Ouais, ce ça que c'est j'en ai sûr. entendu par le passé, tu vois? C'est-à-dire que, bah, on a des publics qui peuvent enfin se rencontrer et sans être dans des rapports de force et de hiérarchie. C'est-à-dire que, bah, toi, tu viens de la cité, c'était forcément moins bien que quelqu'un qui vient d'un quartier, bourgeois de Paris, quoi. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu en penses qu'il y ait plus ce service militaire, qu'on en reparle? Mmh. Qu'est-ce que peut-être toi, tu as vécu de bien et de pas bien dans cette Mmh. expérience? Ouais, bah, c'est une bonne question parce que ça m'a bien apporté. Surtout, bah, je pense que dans le constat que moi je fais par rapport à mon itinéraire et de l'armée, il y en a qui disent, moi je suis par contre, c'est pas l'armée, il y en a qui disent: «Faut les envoyer à ces jeunes, faut les envoyer à l'armée, on va les dresser». Là, ça marchera pas. Mmh. Parce que moi, j'y suis allé, ils m'ont pas dressé. Au contraire, ça a renforcé. Parce que quand je suis arrivé, moi, j'étais un En fauve. résistance. Je suis un fauve, donc tu vas pas me faire baisser Ouais, les yeux. ouais. Et eux, c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils y Mmh. sont pas arrivés. Donc, tu renforces, en fait, ce que tu veux. Donc, ça, l'armée, pour moi, ceux qui disent, faut envoyer ces jeunes pour les casser, bah, j'en parle, j'en ai déjà dans mes conférences, j'ai expliqué. J'étais déjà brisé intérieurement. Pas la peine d'en y en rajouter. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'avais été déjà brisé, ne serait-ce que par la violence subie par ma mère, que quand j'ai grandi, je me dis: «Plus personne, plus jamais quelqu'un ne me fera baisser les yeux. Plus jamais personne ne levera la main sur moi ou en tous les cas, il aura pas le temps de la rabattre». Donc venir à l'armée et essayer de briser ces gars-là, ça marchera pas. Par contre, moi, ce qu'elle m'a apporté, oui, c'est exactement ce que dit, c'est ce nivellement et de rencontrer, d'autres personnes. Tonio, j'ai rencontré un berger, voilà, un gars qui venait faire son armée, il était berger, quoi. Mmh. Bah, voilà, j'ai rencontré des gars qui faisaient des bac+5 et tout ça, on était tous mélangés. Après, on s'entendait pas, mais il y avait Mmh. une mixité que moi j'ai appréciée en tous les cas. Mmh. Et c'est ça que l'armée m'a apporté. Et je pense maintenant, avec le recul, que la dégradation qu'il y a eu dans les cités, puisque moi c'est ça qui m'a fait sortir, l'armée m'a fait sortir de la cité et de rencontrer d'autres personnes. Sinon, nous c'est un monde extérieur. Il y a l'enclave, c'est pour ça que je parle d'enclave. Le reste après c'est le monde, c'est l'extérieur. Et je pense que c'est ça qui a dû contribuer à accentuer la violence qu'on dénonce maintenant dans la cité et qui est graduelle. Parce qu'il y a plus de sortie possible. Il y a plus d'horizon possible Mmh. autre que celui-ci. Pour une majorité. Il y en a un ou deux qu'on va mettre en avant, qui va peut-être s'en sortir, mais sur des centaines, des milliers qui restent englués dans la violence de la cité, la misère de la cité et tout ça.
Donc oui, je pense que rétablir, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais à quel but ils veulent le faire, le service C'est le militaire? problème. Et on prépare des hommes, si c'est pour préparer des hommes pour aller tuer d'autres, La guerre. aller à la guerre, bah non! Mmh. Ah bah, bien sûr, on est là a priori d'accord là-dessus, bah non, je suis pas OK avec Bien ça. sûr. C'est pour préparer, la destruction de l'humanité ou aller tuer d'autres hommes, peu importe les raisons. Ouais, voilà, là-dessus, on va pas partir sur ce sujet-là, mais Mmh. on va rester sur, Mmh. mais oui, le service militaire tel que je l'ai connu et qui était fait de conscrits, ce qu'on appelle les conscrits, donc jusqu'en 94-95, je crois, à peu près, quand ça a été arrêté. Oui, ça a pu, je pense que ça apportait, ouais, cette mixité de voir un autre monde, Mmh. de voir une autre, enfin, comment en tous les cas, moi, je l'ai vécu pleinement comme ça et notamment particulièrement pas que, mais particulièrement avec, Tonio à qui je rends hommage, parce qu'il m'a grandement Mmh. apporté. Là, c'était un grand frère, tu vois? Mmh. Mais un bon grand frère, Mmh. pas le grand frère de la cité des fois qui sont, là, Toi, tu étais Pascal le petit frère, et ouais, dédicace. c'est ça. Et lui, ça je l'ai vu comme un grand frère là, qui Mmh. m'a montré vraiment, m'a ouvert, j'ai eu un bah, de toute façon dans le livre, j'ai eu un bon Mmh. témoignage sur lui. Mmh. Ça m'a apporté, ouais. J'aime bien ce que tu as dit, de nouveaux horizons. Je trouve que ça vibre bien quand tu dis ça, c'est comment ça a pu permettre de nouveaux horizons. Et comment du coup, tu accèdes ensuite à cette autre part de toi? Comment tu l'as fait, alors peut-être pas grandir, mais en tout cas révéler ou laisser de la place à cette sensibilité, à ces émotions? Comment tu apprends peut-être à être plus en lien avec celles-ci? J'ai envie de dire qu'au départ, c'est un choc, quoi. Mmh. C'est un choc parce que, bah, j'ai découvert un espace, ouais, qui était vivant en moi, mais qui était complètement réfréné et interdit et capitonné Mmh. et qui est pourtant bien présent et qui est là, quoi, qui attend. En fait, maintenant, j'ai envie de dire, ça attendait le temps, de venir. La lumière, quoi. C'est la lumière, en fait, c'est l'amour. Cet espace-là, c'est ça, maintenant. C'est les mots que je mettrais dessus Mmh. et en fait, c'est un espace qui est patient, qui justement, qui est pas à forcer. L'inverse que ce que je du monde dans lequel j'étais, qui est dans la prédation, on force, on abuse, on est dans la compétition. Cet espace-là, il est en dehors de tout ça. Mmh. Il force pas la porte. Il est là, il attend. Il attend qu'il y a l'appel, je sais pas comment dire. Et donc là, dans un premier temps, bah, il faut accueillir ça et me montrer, en fait, je ne suis pas que celui que je pensais être, Mmh. ou qu'on m'a fait croire aussi. Mmh mh. Peu importe les raisons, je veux pas me porter, victime, c'est à cause des autres, c'est pas ça que je veux Mmh. dire. C'est que la société, bah, m'a renvoyé à la cité. Quand je vois maintenant avec la pose que j'ai, comment je peux me poser, calmement à regarder ça, la société, elle renvoie quand même ça à la cité. Ce ne sont que des voyous, des racailles, on peut rien en tirer. C'est quand même maintenant même c'est même politiquement utilisé ça depuis Bien sûr. maintenant une bonne vingtaine d'années, depuis que monsieur Sarkozy avait dit cette phrase, «Vous en avez marre de ces racailles, on va vous en débarrasser», tout ça. Ouais, Qu'il a été élu Karcher. au Karcher, voilà ça, et qu'il a été élu derrière, pour moi là, la porte de Pandore s'est ouverte, Mmh. que les politiciens se sont rués dessus, dire: «En fait, ça marche» C'est un et argument c'est politique. un argument politique maintenant. Le danger intérieur et c'est l'ennemi intérieur, voilà, c'est ça, c'est Étienne Liebig, c'est un écrivain. J'ai lu un de ses livres que j'adore, que je citais dans mon livre, c'est, Les pauvres préfèrent la banlieue. J'adore le titre parce qu'il est ironique. Mmh. Et il parle de ça dans un de ses livres. Dans ce livre-là, il parle de ça et ça m'avait beaucoup enseigné de ce qu'il parle de créer un ennemi intérieur. Et chaque démocratie crée ça. Soit un ennemi extérieur ou soit un ennemi pour fédérer le peuple derrière contre un ennemi. Je Et vois lui, il tout à parlait fait. de cet ennemi intérieur, donc qui était des cités, Mmh. qui est bien sûr très vivace maintenant. Et donc, cet espace qui s'ouvrait en moi me faisait peur aussi parce que, il y avait les conditionnements qui revenaient. Mmh. Si tu ça, c'est-à-dire si tu cet homme, sensible et tout ça, tu deviens faible. Mmh. Donc comment je vais? Donc c'était une oscillation, Tu avais c'était une exploration. cette petite voix toi aussi Oui, qui venait un peu te parler, dire: «Non, non, non, dès que faut pas». j'explorais Ouais, cette ouais. zone, que je la laissais vivre, notamment quand j'ai commencé à rencontrer des femmes, donc cet espace pouvait prendre un peu plus de place dans la relation avec une femme. L'amour se place, même si c'était un petit amour, je veux dire avec un petit A, mais c'était naissant pour moi. Mmh. Et là, je pouvais laisser cet espace-là prendre plus de place. Mais dès que je sortais de ça, il y a l'autre part qui était là de vigilance, le gardien
qui avait été là depuis ma tendre enfance, qui revient, qui dit: «Oh, oh, ça c'est bon, c'est dans une chambre, c'est, en aparté avec une femme, mais dès que tu ressors dans le monde extérieur, Tu montes il faut revenir en bonhomme là», Mmh. tu vois? Donc c'était une oscillation et après ça a amené aussi à beaucoup de jugements quand cet espace-là de paix, d'amour, de lumière prenait de plus en plus de place, mais maintenant je le parle comme ça, à l'époque je le voyais pas, c'est que avec bienveillance en fait. Ça force rien. Cet espace-là ne force rien. Il ne prend l'espace que quand je lui laisse l'espace. Il est pas là pour pousser, c'est l'autre côté qui pousse, Mmh. qui est dans la violence. Non, non, non. Et cet espace-là, il est toujours dans l'accueil. Il est toujours à comprendre l'opposition qui s'oppose là. OK, t'as peur? OK, on va faire autrement. Et ça se calme. Et hop, ça grignote, ça grignote. Et quand cet espace a pu prendre de plus en plus de place, ben là, quelque chose est arrivé, un coup près, c'est la culpabilité. J'ai commencé à me juger du mal que moi j'avais fait. Mmh. Pour entretenir, ben non, tu pas ce bonhomme-là que tu vois bienveillant, qui peut faire attention à l'autre, qui peut être et à qui on renvoie des éloges, que je commençais à avoir des éloges. «Tu es une personne ceci, tu es une personne bien, tu es sympa», machin. Ah bon? Ouais, puisque ta nouvelle construction ou ta nouvelle personnalité renvoyait, du coup, ce nouvel amour, en tout cas, dans Ouais, si oui, parce je que prends ce mot-là et il y a ton ancien toi qui, oui, qui avait peur, qui luttait. Donc c'est une lutte intérieure. Tu prends pas la place, ça prend pas la place comme ça. Et comme je dis, cet espace-là de paix, d'amour, comme je dis, ça, ne prend pas la place par la force. Donc c'est là que je reviens à ce qu'on disait au départ. C'est un chemin, en fait. Mmh. Et je continue de le faire. J'ai encore des fois c'est très rare maintenant, mais je peux encore avoir un pic de violence qui arrive et que je n'ai pas réussi à accueillir à ce moment-là, qui explose encore un peu. Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est une explosion de violence quand même que je ne maîtrise pas. Mmh. Voilà. Donc ça m'arrive maintenant une fois par an et c'est juste un peu verbal et ça redescend très vite. Mais cet espace est encore là, vivant en moi. Mmh. Cette projection-là qui arrive, qui Ouais, explose et que là, qui surprend et qui t'en ouais, qui ouais, emporte, qui vraiment, emporte, ouais. Mais maintenant, comme j'ai suffisamment d'éléments en moi pour détecter, en fait, quand une mmh, situation extérieure peut venir réveiller cette partie de moi, activé. j'ai suffisamment de voyants d'alerte pour me dire là, stop, et j'ai suffisamment de confiance en moi et suffisamment en paix pour absorber ce qui arrive de l'extérieur et mettre ce sas, voilà, et de s'occuper de cette partie-là qui veut tout de suite se Mmh. projeter, qui est encore présente en moi. Mmh. Et pendant longtemps, j'ai cru que dans mon idéal, quand j'ai fait ce chemin de paix, je rêvais que l'image que j'avais, c'était que j'avais une fermeture éclair, que j'allais ouvrir, j'allais prendre cette part et la sortir de moi. C'est bon, ça y est, je serais totalement en paix, je serais le Mmh. Bouddha. Comme je me suis beaucoup rapproché des enseignements du bouddhisme. Et je voulais être le Bouddha à une époque. C'est ce que je te disais, j'avais un Ouais, objectif. C'est cet c'était un objectif autre. que je te parlais. Voilà, Mmh. c'était le truc là. Je veux être ça, moi. Je veux plus être ce que j'étais, je veux Mmh. être ça. Mmh. Mais en fait, ça crée cette dualité en moi-même et donc de la violence avec moi-même. Mmh. Et à chaque fois que je n'étais pas dans cet objectif de bienveillance, je me condamnais, mais je me fusillais. Oh, regarde, toi, tu veux de ça, mais regarde ce que tu as dit, oh, regarde ce que tu as fait, et tu veux quoi? Et là, je me sabotais, je me sabotais. Et donc là, c'était la grande dualité après, tu vois. Mmh. Je projetais plus à l'extérieur, c'était en moi. Mmh. Et c'est extrêmement violent. Aussi. Mmh. Mmh. C'est extrêmement violent parce que là, c'est une lutte intérieure. Mmh. Et c'est en ça que je parlais de cette phrase, le chemin que je disais de Lao Tzu. Il n'y a aucun chemin vers le bonheur. Le chemin est le bonheur. C'est ça que cette phrase m'est venue, m'a vraiment parlé par rapport à ça. C'est ce but que je visais. Je l'atteindrai jamais. Aujourd'hui, c'est là, à cet instant qui je suis, tout en étant comment dire? Avec beaucoup de bienveillance avec cette partie qui est encore souffrante, parce que Mmh. c'est juste une partie qui a souffert et qui est en réaction parce qu'elle ne veut plus souffrir. Mais je sais qu'en fait, cette réaction de souffrance, c'est ça qui ça fait souffrir. Mmh. Donc la seule chose à faire, c'est de l'accueillir. C'est de l'accueillir avec le plus de bienveillance et de paix. Donc j'essaie ça maintenant de voir quand ça commence à être, pas juste pour moi et de ce fait, je peux poser mes limites calmement, Mmh. avec fermeté, mais pacifiquement. Et c'est possible. Ça, beaucoup, quand je fais des accompagnements, quand je propose des accompagnements, beaucoup, j'apprends à ça, et notamment aux femmes qui n'ont, j'ai pu le constater, qui n'ont, qui ne, qu'on- qui ont cette difficulté de savoir de se positionner et avec fermeté. Mmh.
sans être violent. Ça, je peux l'expliquer aux hommes aussi. Mais les femmes ont beaucoup de mal avec ça. Et parce que j'ai rencontré des femmes qui pouvaient être bien, bien ancrées, bien posées, qui savaient, et qui m'ont montré le chemin, que ça pouvait être ferme, déterminé, sans violence. Et ça m'a montré que c'était possible. C'est-à-dire, plus la peine de faire les gros yeux, gonfler le biscotto et dire non, là, tu passeras pas. Tu vois, ça se finit, non. Je sais que je peux être calme comme ça, mais c'est un autre alignement. En fait, ce que j'ai compris, j'en parle souvent, j'ai contacté ma puissance, ma véritable puissance. Avant, je me sentais fort, mais j'avais pas de puissance. Ma puissance venait simplement du fait que je savais que je pouvais écraser l'autre. Ta blessure. Donc je savais, c'est ça, et je pensais que c'était ça la puissance. Non, moi je diffère, ça c'était juste de la force. La force physique, une détermination, Ouais, de la rage. voilà, rage, voilà, tout ça, mais c'était pas la puissance. Alors que ça, ce que je parle là, cet alignement, et quand tu es dans cette fermeté, ça c'est la véritable puissance. Et l'autre, il le capte. Sans que tu aies besoin de l'écraser. Voilà. Et sans que tu aies besoin de l'écraser, de l'humilier. Juste te respecter. Voilà, c'est ça. Et ça lui montre lui-même la voie que c'est possible de faire. Puisque ces femmes que j'ai vues, parce que particulièrement les femmes qui m'ont initié là-dessus, parce que j'avais plutôt le modèle, puis les hommes restent quand même beaucoup dans ce côté d'impressionner physiquement ou verbalement, d'humilier. Et quand j'ai vu ces femmes qui n'étaient pas forcément Golgoth, et j'ai dit, ouais, ça m'a montré qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas encore compris. Et ça change tout aussi dans les rapports aux autres. Je n'ai plus besoin de prouver par la force quelque chose ou de défendre, tout simplement. J'ai envie de rebondir sur une anecdote qui m'a énormément touché, que j'ai vécue avec toi, si t'es OK pour que je la raconte. Quand on a participé au dernier festival au Cœur de l'Homme, à un atelier de play fight. Et ouais, ça m'a énormément touché, j'en ai pleuré, vraiment. Je pense que tu m'as réveillé, à un endroit, t'as réveillé un truc qui avait besoin aussi de lâcher. Et ça a été beau parce que j'ai vu déjà, donc c'était un atelier de play fight où l'idée c'est quand même de la confrontation physique. Et donc je t'ai vu à cet endroit-là, c'était magnifique. Et je t'ai vu tes yeux à ce moment-là et tes pleurs de rentrer sur ce tatami qui était peut-être, j'imagine, associé à toute la violence, en tout cas à ce que représentait finalement la confrontation physique. Je me souviens que tu m'as partagé que tu savais pas si t'allais y passer avant. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Tu t'autorises. J'étais plein de gratitude d'avoir vécu ce moment-là. Et ça a été beau parce que tu t'es aussi dans cet affrontement, dans cette confrontation, tu t'es aussi autorisé à perdre entre guillemets, ou en tout cas à te laisser battre, à dire cette fois-ci en fait, je m'autorise enfin à me dire je suis pas obligé d'être plus fort que l'autre. Je peux aussi de temps en temps. C'est pas baisser la garde, mais M'abandonner. ouais, voilà. Ouais. Ouais. Oui, c'était un grand, un grand passage. Ouais. C'est au cœur de l'homme, il y avait eu ce truc play fight. Toute la journée, on avait des propositions. Et moi, je choisissais ça, et la musique, du chant, la danse, et ceci. Et il y avait le play fight, et j'avais été voir. Et là, je me dis non, c'est bon, play fight, moi, la bagarre, je connais. Et j'avais mis ça. Et c'est après, en repartant du festival, je me suis dit, Pascal, est-ce que tu es sûr qu'en fait, là, t'as pas été dans une stratégie de contournement, là? Parce qu'en fait, quand j'avais été voir vite fait, je dis, j'avais pas son instant, j'ai verrouillé et j'avais pas vu qu'en fait, il y avait un truc en moi qui s'est crispé. Quand j'ai vu, même si c'est du play fight, ça a été hyper violent. Mais ça, je l'ai recontacté qu'après. Et là, je me suis dit, peut-être que tu t'es menti, Pascal. T'as fui. Et donc, la deuxième année, je savais qu'il y avait du play fight et là, je m'étais engagé au moins à aller voir. C'est ce que j'ai dit à Nicolas qui animait. J'ai dit, non, c'était pas Nicolas, c'était Joris la deuxième année. La première année, c'était Nicolas. Et c'était Joris. Et là, je lui dis, moi, je viens juste voir. Et c'est vrai que quand je me suis posé, et rien que les moments d'échauffement qu'on a fait, ça s'est verrouillé en moi. T'as réveillé des trucs? Ah ouais, c'était violent. C'était hyper violent. Même là, tu sais, c'est encore... Et c'était hyper violent. Et oui, comme tu le dis, je me suis autorisé à monter sur le tatami, même ça a été à m'avancer sur le tatami, même ça a été extrêmement difficile, mais j'ai traversé quelque chose et j'ai libéré quelque chose qui était encore enquisté en moi. Justement, on peut être dans ce jeu de rapport de force
dans le jeu. Et pour moi, c'était pas possible, quoi. À partir du moment si on rentre sur le tatami, il y en a un des 2 qui doit qui doit pas en sortir, quoi, presque là. Mmh. Moi, les fois où je te parlais que j'étais en violence, c'était ça, c'était ou toi ou moi. Mmh. Le gars que je le regardais, s'il y en a un de nous 2, si on se bat, il y en a un de nous 2 qui se relève pas. C'était comme ça en moi. Et donc j'avais ça quand je suis rentré sur le tatami, j'avais ces trucs-là, mais pas que je voulais faire ça. C'est qu'il y avait un truc en moi qu'il fallait que je dépasse là, de dire, mais comme tu l'as dit, qu'après, je peux faire ça et je peux m'abandonner et laisser, et l'autre me mettre les épaules, parce que c'était le but, c'était de Mmh. mettre les épaules au Ouais. sol, quoi, à l'autre. Et d'un seul coup, j'ai tout lâché, j'ai dit, vas-y. Et c'est vrai que là, ça a libéré une tension qui était là depuis, pas 40 ans au moins. Mmh. Et qui, je pense, m'a mené des fois à être, avoir encore des pulsions de violence, ouais. Ouais, ce genre de défense qui est toujours là, mais à chaque fois je gagne du terrain et je l'atténue, quoi. Mmh. Ouais, vraiment. Ouais, ça ronge de l'intérieur, cette violence, Mmh. c'est destructeur. Et c'est pas parce que je m'abandonne, Mmh. autant que j'abandonne à cet endroit-là, que ça me fait plus de moi un homme. Ça que j'entends, tu vois? C'est si je m'abandonne, ou si en tout cas si je me laisse, faire, battre, forcément je suis moins bon que l'autre, Justement par rapport à ça, comme petit complément, des choses qui viennent consolider ça, embellir ça même, je préfère mieux dire, c'est, dans mon rapport quand je suis avec une femme, mais que dans un rapport sexuel ou bien, et que je sais aujourd'hui, voilà, j'ai des retours comme ça, elles me disent, «Tu peux être», ce qu'elles apprécient en moi, c'est que je peux être totalement dans cette sensibilité, donc bien sûr qu'elles apprécient, mais elles me disent: «Mais tu as quand même pleinement ta virilité, Mmh. même en étant dans cette sensibilité». Et donc pour moi, c'est riche de l'entendre. C'est pas au-delà d'être flatté, c'est vraiment, ça vient embellir cet espace, me dire: «Oui, c'est possible de marier ces deux choses, d'être dans ma virilité et être dans ma sensibilité», et qu'une femme vienne me témoigner de ça, et pas comme elles me le disent, parce qu'elles ont besoin de cet équilibre, Mmh. de cette harmonie chez l'autre. Mmh. Elles ne veulent pas qu'un homme hypersensible et qui va pas, elles le disent, Mmh. et elles veulent pas non plus un homme viril qui va être que dans la virilité et chercher tout le temps dans la prise de pouvoir. Mmh. Mmh. C'est ce mariage des 2 qui les rassure, et qu'elles ont, enfin, en tous les cas, certaines femmes qui m'ont témoigné de ça, et donc ça, c'est vraiment embellir, ma personne, quoi, Mmh. ça, tu vois? Je le prends même pas en flatterie, c'est: «Merci, c'est un cadeau que tu me fais là, parce que ça me montre la justesse de qui je suis». Mmh. Tu vois? Comme tout à l'heure on disait aussi: «Qui tu es?» Ben, en fait, j'apprends aussi par l'autre, ce qu'il me renvoie de ce qu'il voit de moi. Et bah, je vais rebondir sur ça du coup. Je suis curieux, comment tu t'es construit, justement, comment tu arrivé dans la vie, alors en abordant du coup la relation intime, que ce soit l'intime avec toi-même ou que ce soit l'intime, surtout avec l'autre, quand tu débarques, de la cité, donc à un environnement qu'il est ce qu'il est, et aussi avec un rapport aux parents, très conflictuel ou absent. C'est ça. Ouais, comment t'as cette partie-là, ce domaine-là de ta vie, comment il s'est fait? Ah ben, j'ai une grande gratitude pour les femmes, pour les femmes, pour le féminin, parce que le féminin m'a montré la voie aussi Mmh. de cette partie de moi que je ne voyais pas et que j'épouse aussi, à épouser. Et ça m'a aidé, grandement, avec beaucoup de maladresse au départ, dans ma reconstruction, pour goûter à ce que pouvait être l'amour. Alors avec, comme je dis, avec un petit A. C'est-à-dire quand je suis sorti de la cité, bah, j'ai commencé à flirter, parce que moi à la cité on pouvait pas flirter. C'était pas bien vu, c'est vu comme Ah une ouais? faiblesse. OK. Ouais, Ouais. c'est vu comme une faiblesse. Mmh. De se prendre me balader avec Ouais. les pipes, les côtés, oui. Avoir un rapport sexuel, ça c'est bonhomme. Oui. Mais flirter, non. Mmh. Bah, c'est pour ça que j'en parle dans mon livre, que ça c'est une blessure qui est encore là, bon, c'est une blessure, que j'ai pas pu flirter, goûter au flirt, ouais. Mmh. Donc j'ai toujours un peu ce côté, même aujourd'hui, de flirter. Quand je rencontre une femme, j'ai ce petit truc, de fleur bleue, parce que je l'ai pas connu, je l'ai pas vécu à l'adolescence. Donc après mes 20 ans, j'ai eu un premier rapport, j'avais 20 ans, après l'armée, parce qu'avant, c'était comme, bref, ça serait un autre chapitre. Et donc quand j'ai commencé à goûter à ça, aux fleurs, pour te dire mon innocence et mon ignorance, parce que les 2 vont ensemble, mais je préfère dire innocence. Moi, à cette époque-là, je pensais que les femmes n'avaient pas de désir. Mmh.
Je Oh, pensais que les c'est femmes n'avaient pas grand. de désir, qu'il y avait que les hommes qui avaient du désir. Mmh. Et moi, je savais pas quoi faire de ce désir, puisque en face de moi, il y avait quelqu'un qui avait pas de désir, enfin, quelqu'un Que tu qui ne pensais pouvait que pas, ouais, que je pensais qu'il ne pouvait pas me désirer. mmh. Me désirer. Donc, je n'étais Mmh. pas désirable. Donc, comment se rendre désirable à quelqu'un? Donc, moi, dans ma croyance, c'est que je ne suis pas désirable. Donc, c'était hyper conflictuel. Et donc, les premiers pas vers la jante féminine, c'était hyper confrontant et la peur. La peur. Comment je vais être accueilli? Comment je fais et comment je vais être accueilli? Et donc, les premiers pas faisant et goûtant à cette douceur, à cette délicatesse, tout ce que j'ai pu découvrir là d'un seul coup, bah, les femmes m'ont énormément aidé dans cette reconstruction et donc j'ai beaucoup papillonné, collectionné les femmes parce que c'était une façon pour moi de valoriser ma personne Mmh. puisque elle-même, alors je veux dire, voilà, même si c'était une amante, une femme de passage, il y avait quand même de l'amour, on faisait l'amour. Donc pour moi, c'est que je vaux quand même quelque chose, quoi, puisque quelqu'un accepte de faire l'amour avec moi, donc, et de passer un bon moment, et que c'est un bon moment réciproque. Donc c'est que je suis pas si mauvais que ça, quoi. Il y a quand même, ça m'a montré des lueurs de moi, pour vous, comme je disais, dans cette transition-là, dans ces espaces-là intemporels, où d'un seul coup, j'étais plus la racaille, j'étais plus celui qui devait prouver quoi que ce soit, j'étais juste un homme et une femme en rapport et 2 êtres humains avant tout en Mmh. rapport et sûrement avec des femmes qui avaient leurs propres blessures. Comment on se rencontre et on s'apporte, voilà, pendant un temps donné, intemporel, cette douceur, cette attention, avec tout ce qui peut se passer dans une rencontre entre un homme et une femme, dans les caresses, les baisers, les regards et puis la jouissance Mmh. de tout ça. Donc ça m'a énormément aidé comme tu parles beaucoup de se reconstruire sur le bon homme, tu vois? On parle de bonhomme, maintenant j'aime bien séparer le Mmh. bon homme, voilà, et de lui laisser la place et qu'il a le droit d'exister Mmh. et qu'il a le droit d'être celui-ci aussi. C'est tout ça le schisme intérieur que j'avais, quoi. J'avais tellement grandi et on sait bien que c'est à l'enfance que les conditionnements sont faits, que de grandir qu'il faut être dans la prédation, qu'il faut être Mmh. le plus fort. C'est celui qui crie le plus fort, c'est celui qui tape le plus fort, c'est celui qui impressionne le plus. Et après, je parle même pas du fait, moi, je suis pas passé par cette case-là, que après, quand tu fais du trafic et tout ça, tu peux avoir beaucoup d'argent et là, tu peux acheter beaucoup de choses, que ce soit à la cité, qu'à Pour les frères. l'extérieur, hein. Ça, on a bien compris, hein. Hein, le pouvoir de l'argent, Ouais. il est partout. Ben, il est à la cité aussi. Donc ça aussi, cette attraction, elle est puissante. C'est-à-dire, si je fais du trafic, j'ai beaucoup d'argent, on va m'aimer. Parce que quand tu as de l'argent, bah, c'est ce que je te disais, mon cousin a fait ce chemin ce choix de grandir, de monter dans le banditisme. Il voulait que je sois l'un de ses lieutenants, mais voilà, ça sera un autre sujet. Je n'ai pas fait ce choix. Mais lui, il l'a fait. Il a fini abattu dans un règlement de compte. Bref. Mais il avait beaucoup d'argent, il roulait dans des voitures de luxe, les montres, les bagues et tout, et puis bien sûr les femmes très très faciles, et puis surtout le respect que d'un seul coup tu t'achètes, parce que tu as de l'argent, mais tu Mmh. achètes les gens. Donc là aussi, c'est une La forme de chevalerie. pouvoir, c'est autre chose. C'est une autre restauration, autrement, de la personne que tu es. En fait, tu achètes les gens parce que tu veux être aimé. Parce que je pense, là, je parle à sa place de ce que je peux traduire Mmh. de comment moi, c'est des femmes qui m'ont aidé à me reconstruire pour avoir une bonne image de moi. Et j'ai pas fait ce choix, mais je pense que quand tu as beaucoup d'argent, ça peut te dire, et que tu le distribues aussi assez facilement, parce que tu le gagnes facilement. Et c'est aussi une façon d'avoir de l'amour. Parce que quand tu vas donner de l'argent à quelqu'un, après, la personne, elle va t'aimer. Elle va te dire, oh, merci, t'as payé le loyer ou t'as fait ceci. La personne, elle te loue. Bah, j'imagine que ça doit te donner une bonne image de toi, de cette manière-là, tu vois. Mmh. Donc c'est pour ça que la cité pour moi c'est le grand chaos, quoi. Mmh. Mais ce que j'aime à préciser, ce qui n'est pas le cas, on est dans un monde de dualité. La cité, elle est partie intégrante de la société pour moi. Mmh. C'est juste une verrue, certains y verront une verrue, une pustule, ce qu'ils veulent, ils peuvent y jeter, on jette ses poubelles émotionnelles dans la cité, c'est des racailles, c'est ceci, c'est des voyous, c'est des ceci, on n'en fera jamais rien. Voilà, j'ai l'impression que la société vide ses poubelles émotionnelles dans ces quartiers. Mmh. Mais pour moi, ça fait partie c'est un tout. C'est pour ça que, pour revenir, ce que j'ai compris grâce à mon livre, c'est que ce livre, je le vois comme une passerelle, c'est en s'entendant, c'est en comprenant. Voilà, dans le livre, voilà, cherchez la phrase que j'ai mise, c'est la cité dit, la violence de la société nous dit la cité, violence de la cité nous dit la société, et rien ne change. Mmh.
Et le chien continue de se mordre la queue. Mmh. Parce que chacun rejette la responsabilité. Mais ce que je vois là entre la cité et la société, je le vois, tu prends dans une relation de couple. Mmh, Quand mmh, je dis couple, c'est pas forcément un homme, une femme mariés et tout ça. C'est une relation d'humain à humain. mmh, Bah, c'est pareil. C'est la même chose. mmh, Le rejet de l'autre, de ce que je ne veux pas voir chez l'autre et que je ne veux pas voir chez moi. Et je dénonce chez l'autre ce que je ne veux pas voir chez moi. Et ben, c'est la même chose à une échelle supérieure par le nombre. C'est-à-dire la société dénonce la cité et la cité rejette la société parce qu'elle se sent rejetée et tout le monde se rejette. mmh. Et bah, t'as pas de paix. On n'est pas dans un monde de paix. C'est pour ça que je parle de chaos aussi beaucoup à la cité et l'inversion des codes, des morales, des morales. Mmh. Et tu es curieux, du coup, tu étais, dans un milieu où, on va dire, la part de sensibilité, de douceur, tendresse, et cetera, n'avait pas du tout sa place. Et j'entends que tu es allé vers un monde où il y avait toute cette place, tu vois? C'est comme parce que je suis toujours que des dynamiques et on peut les voir, au niveau du système, au niveau des go de plein de domaines de la vie, autant collectif qu'individuel. Est-ce que tu étais dans un extrême pour basculer dans un autre? Tu vois ce que je veux dire? Pour aller à l'opposé et Mmh. pour peut-être retrouver un peu, de nuance ou en tout cas d'équilibre ou d'harmonie, tu vois? D'être vraiment parti d'un milieu où il y a que, entre guillemets, «le côté masculin» qui doit exister et d'aller peut-être, en opposé et chercher justement, tout le contraire pour connaître ses parts en toi Mmh. et pour, peut-être revenir ensuite à juste milieu ou en tout cas plus ou moins, parce Bah, que je pense que c'est harmoniser. un chemin. Oui, c'est un chemin, c'est harmoniser, ouais. Bah oui, à une époque, quand je suis sorti de la cité, quand j'ai commencé à sortir, mais je m'en suis pas extrait totalement. Tu quittes pas ça, c'est une Mmh. famille, en quelque Ouais. part aussi. Puis c'est ton socle, c'est le connu. Sortir et je faisais des va-et-vient. J'allais chez Tonio, on sortait, je découvrais un autre monde. Bah là, j'étais totalement l'autre. Les gens que je côtoyais là ne connaissaient pas celui qui était à la cité. Et Mmh. ceux qui étaient à la cité ne connaissaient pas celui qui était en sortie Tu dans une double quoi. bah oui, là, j'étais Ouais, totalement, et à l'intérieur, c'était ça. ouais. Je basculais, c'est exactement ce que tu dis. Je basculais entre deux. Je revenais à la cité, bing, aïe, l'armure était remise et tout. Mmh. C'était le bonhomme qui rentrait, quoi. Ou quand j'étais en côtoyé des copains qui étaient, voilà, qui étaient encore qui étaient comme ça. Puis, et peut-être que eux étaient de la même façon. C'est ça on ne pouvait pas se parler. Il y avait tellement de peur de se dire, ouais, si je me montre faible et tout ça. Ça se trouve que l'autre, je me dis maintenant, il était comme moi. Il avait verrouillé, mais il avait Bien envie sûr. d'autre chose. Ça Mais oui, voilà, mais je savais pas. Et ouais, l'autre, ça comme il sait pas ouais. moi, donc on s'impressionne mutuellement, Mmh. alors que peut-être on aurait pu déposer. Après, j'ai eu des amitiés plus fortes avec certains que d'autres, hein. C'est pas que de la rivalité, Mmh. mais il y avait toujours ce jeu et donc oui, j'étais totalement dans cette transition là, dans un va-et-vient physique, c'est-à-dire dans ce monde-là, entre autres que Tonio m'a montré, il m'a ouvert et que j'ai côtoyé pendant 3 ans avec lui, et puis de revenir aussi dans mon ancien monde. Donc j'ai scié dans ces 2 mondes. Mais ces 2 mondes, ils étaient présents en moi et ces 2 présences, elles étaient là en moi aussi. Mmh. Donc c'est aussi ça la cohabitation avec soi-même. Mmh. Elle est là. Et pour moi, tout ce chemin m'a montré ce que je vois et c'est pour ça que j'en suis venu à proposer des accompagnements. Je la vois, la cohabitation chez les gens, la dualité intérieure qu'ils ont. Soit qu'ils se retournent contre eux-mêmes, Ouais. ou soit qu'ils retournent sur le voisin. Et le voisin, c'est le politicien, c'est le migrant, c'est véritablement le voisin, ça peut être le frère, ça peut être le cousin, enfin, c'est tout ce qu'il y a d'extérieur. Ben, elle est là, la dualité. Ce monde-là, on est là. Et moi, ce que j'ai compris, c'est cette paix intérieure, cette harmonie que nous attendons tous à l'extérieur. Et c'est ici qu'il faut la poser. Mmh. Une fois qu'elle est là, c'est ce que tous les grands maîtres, les grands sages le disent. Quand ici, tu as tout ça en toi, le monde a beau être dans le chaos total, toi, tu es sur ton socle, là. Mmh. Ça bouge pas. Même si c'est le chaos à l'extérieur. Et qu'il n'y a plus personne à attaquer. Mmh. Parce que, il y a encore une phrase que j'aime bien de Lise Bourbeau qui dit, et ça m'a beaucoup aidé. Même encore aujourd'hui, quand des fois je peux avoir des comportements qui peuvent m'agacer, surtout avec ce qui se passe actuellement dans la société, politiquement, c'est heurtant pour moi de voir où est-ce qu'on en arrive dans le rejet de l'autre Mmh. et que c'est instrumentalisé, c'est hyper violent. Et donc, cette phrase donc de Lise Bourbeau qui dit: «Il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants», et j'en suis convaincu parce que je sais que j'ai été méchant parce que je souffrais Mmh. et je savais pas quoi faire de cette souffrance et j'étais même pas conscient que je souffrais à ce point-là. La seule soupape que j'avais, c'était d'extérioriser ça en le vomissant sur les autres. C'est pour ça que
ce que j'ai vécu à titre personnel, je le vois maintenant au niveau de la société et du monde. Chacun vomit sa misère sur l'autre, que ce soit à titre individuel, que ce soit dans une communauté ou après au niveau national et puis mondial, quoi. On voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mmh. C'est quand même assez ahurissant, 2026, au stade où on en est arrivé de division, quoi. Et ah oui, oui. Mmh. Donc c'est ça que c'est bien ce que j'observe à l'extérieur, ça me montre bien ce chemin qu'il y a à faire. Chacun et chacune doit faire en soi pour qu'on vive dans ce monde de paix. Mmh. Et ben, il faut commencer par que je le sois. Et moi, ça, c'est pour ça que j'en reviens au sous-titre de mon livre que j'ai mis de la haine à l'amour. C'est vraiment ce chemin dont je parle. Mais c'est ça, et je le continue parce que je continue de l'apprendre, d'explorer et de continuer de grandir. Parce que pour moi, maintenant, il n'y a que ça. Le divin, mais le mot que tu veux, la vie, nous demande que ça, de grandir en amour. Pour moi, maintenant, c'est ça le chemin, c'est grandir en amour. Et comment t'amènes un peu plus d'amour dans ta vie aujourd'hui? Et ben Si déjà je en peux dire. étant doux avec moi-même, Ouais. ce qui est parfois, ouais. Et j'ai eu de la chance d'avoir des très bons amis notamment des femmes qui ont beaucoup cheminé là et qui ont cette sensibilité particulière à un autre stade parce que il y a quand même cette sensibilité quand même plus prégnante et présente. En tout cas, moi, je le vois plus facilement chez les femmes que chez les hommes, bien que depuis quelques années que j'ai animé des cercles d'hommes, que j'ai participé, que je continue de participer. J'ai fait le festival d'hommes aussi, puis d'autres festivals où c'est pas réservé qu'aux hommes, mais j'ai rencontré des hommes dans cette sensibilité et tout. Ça m'a énormément réconcilié avec le masculin, Mmh. parce que ça, j'étais en guerre avec le masculin, donc Mmh. avec moi-même. Mmh. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené à à aller dans des cercles d'hommes, Mmh. parce que j'avais compris suite à une séparation qu'en fait, je le suis encore, hein, je le suis encore. Je suis en train de pacifier ça, mais énormément, très très jugeant envers le masculin tel qu'il a été, ce qu'on appelle le masculin toxique, patriarcat, et cette transmission qu'on a depuis des siècles et que je porte en moi et que je suis en train de nettoyer et de mettre de la Mmh. lumière dessus, de mes lignées et de tout ce qui a été transmis du masculin tel qu'il m'a été transmis. Et j'ai encore beaucoup de colère avec ça, ouais. Et surtout beaucoup de colère quand je vois des hommes qui continuent d'incarner ça. Là, Mmh. c'est un terrain sur lequel je peux très vite perdre patience et m'emporter là. Je Mmh. le sens là. Mmh. C'est vraiment un terrain où je sens que là, c'est miné pour moi. Mmh. Ouais, là, j'ai des instincts qui reviennent quand je vois un homme qui se comporte aujourd'hui, maintenant, dans ce phénomène de patriarcat, d'abus de pouvoir sur Mmh. l'autre et particulièrement sur les femmes. Non pas que je dois les protéger parce qu'elles sont tout à fait capables de le faire. C'est juste que ça réveille de la révolte en moi parce que j'ai envie de dire, ça suffit maintenant, Mmh. ça suffit. C'est Mmh. bon. Mmh. C'est des milliers d'années, 2000 ans au moins de maltraitance minimum. Donc, si on serait bien qu'on tourne la page, quoi, qu'on se retrouve à un autre niveau. Donc là, ouais, je sens que là, je suis fragile sur le sujet. Ouais, il y a encore un truc. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Et donc avec les hommes. Ouais. Donc je sais que j'ai encore de la défiance envers le masculin. Et j'ai envie de dire que alors je sais pas si je vais m'inclure aussi dedans ou même tous nous inclure, mais effectivement encore un truc, je pense, tous les hommes, on a du mal à avoir confiance en nos frères. Ouais. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est encore vraiment en chemin, euh, qui est vraiment quelque chose qui est encore engrammé en nous de voir l'autre toujours comme un concurrent ou un, Prédateur. ouais. Et il y a alors peut-être au niveau personne, pas forcément en rapport avec l'autre, mais il y a encore des conditionnements masculins encore avec lesquels t'as du mal à te sortir, on va dire, encore. Il y Que a moi des je choses qui te porte. frustrent, ouais, que tu portes, ou tu sais, des réactions au-delà peut-être par exemple d'une explosion de colère ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a encore des codes comme, je sais pas, la performance ou des choses comme ça encore, Oui. où tu te dis, putain, je suis encore bloqué dans ce truc-là, quoi. Je me sens pas bloqué. Je peux l'identifier à un moment donné, rapidement, me dire: «Ah là, Pascal, tu étais un peu dans le» donc c'est pour ça que je suis pas, c'est pas un degré. J'ai jamais été trop, je l'ai été quand même, hein. Mais par rapport à d'autres hommes, j'ai jamais été dans le machisme et tout ça, même si je peux constater que j'ai eu des comportements machistes, mais à un autre degré, Mm. pas hyper visible, notamment avec ma dernière relation avec la femme avec qui je suis resté 11 ans. C'est ce qui m'a amené à aller faire ce chemin après la séparation
d'aller comprendre pourquoi on n'avait pas pu continuer. Parce qu'on Mmh. s'est quittés, on s'aimait. Et donc, j'ai voulu prendre ma part de responsabilité, dont ce qui m'a pété au visage, c'était mon côté contrôlant du masculin dans la Mmh. relation. Et comme j'ai dit, j'y suis allé au frein à main. Et elle, je voyais bien qu'elle avait envie de plus. Mais moi, je le voyais pas au moment où j'étais. Elle me le disait. Abandonne-toi, tout ça. Mais il y avait des peurs. Des peurs. Et là, je n'ai vu qu'après la relation. Quand ça s'est terminé, mes peurs, elles m'ont pété au visage, là. Ouais. Et là, j'ai vu que j'y avais été au frein à main. Et ça m'a fait du mal parce que je me dis, merde, c'était une femme magnifique sur tous les plans. Et j'ai pas vu, quoi. Et ça, ouais, ces blessures que j'avais encore, ces peurs, en fait, Mmh. c'est des peurs que j'avais en moi. Donc, ce que j'appelle, moi, du masculin contrôlant. Et donc, j'avais besoin de garder un contrôle sur la relation. Mais c'était inconscient. Je l'ai compris qu'après. Et donc, quand je l'ai compris, c'est arrivé très vite dans les 2-3 semaines qui ont suivi, j'ai vu tous les flashs qui me sont arrivés, pam, 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 des fois où j'avais été contrôlant dans leur relation et donc je ne m'y étais pas abandonné. Et elle, ça la faisait souffrir. Et ce qui a été le plus difficile, c'est que j'ai vu, dans ces flashs que j'avais, je voyais la détresse de ses yeux à l'instant. Mais ça me revenait plusieurs années après, tu vois, après la séparation. Mais à l'instant où je le vivais, c'était tellement verrouillé en moi, j'accédais pas à sa détresse parce que je verrouillais. C'est qu'après ce regard que je voyais quand elle me demandait des choses et que je m'abandonnais pas, non, non, je gardais le contrôle. Enfin, je fais une mimique, mais intérieurement, c'est ça qui se Mmh. passait. C'était, oh, oh, ma petite, pas trop vite. Et intérieurement, ça disait, c'est moi qui gère. Mmh. Et mais tout ça, je le voyais pas à l'instant. Mmh. Et ça m'a pété au visage. Ouais. Donc, ce côté masculin contrôlant qui a peur de s'abandonner parce que, Mmh. bah, c'est dangereux. C'est C'est toujours dangereux, le c'est on en toujours le revient truc. quasiment au Ben bon voilà, fight, à c'est l'anecdote. dangereux, Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est dangereux. Donc, bah, voilà, j'ai pris ce nouveau chemin qui m'a amené sur le tantra, notamment avec Jacques Lucas, de faire des tantras hommes, Mmh. qui m'ont énormément apporté, justement pour me rapprocher, ce que tu disais, vers les frères et que j'ai pu commencer à goûter à cette fraternité et pouvoir, on va dire, quelquefois commencer vraiment à m'abandonner dans les bras d'un homme, quoi. Mmh. Sans peur et sans jeu de quoi que ce soit, quoi. Juste, Et sans jugement non plus. ouais, sans jugement, voilà, ouais, aussi, ouais. Des fois, Parce c'est que qui ouais. et donc là, ouais, j'ai pu commencer à goûter ça, mais pour répondre à ta question, j'ai encore du chemin là-dessus. Mmh. Ouais, comme je te dis, c'est encore très mais c'est le fait que ce soit violent comme j'en parlais tout à l'heure, c'est parce que ça y est, maintenant c'est excavé, j'ai enlevé des couches que je ne voyais pas de ça. Mmh. Donc c'est en ça que là, comme je les touche, ces couches, bah là, pour l'instant, c'est encore très vif. Mmh. Mais avant, je les sentais pas. Mmh. Donc c'est pour ça que je vois ma violence que je parlais, que j'ai très bien connue. Actuellement, elle est depuis 3-4 ans, elle est très activée dans le jugement que j'ai par rapport à un frère, on va dire, si on va rester dans ce terme qui est joli. Mais voilà, il y a frère et frère quand même. Celui que je vais condamner d'être un bourrin, il a rien compris, c'est un con, c'est ceci, c'est cela, que je vais être jugeant. Et là, je vois bien que là, par contre, ce que j'expliquais, le sas que j'arrivais à gérer, là, je l'ai pas. Mmh. Là, ça arrive tout de suite. C'est ouf. Là, j'ai vraiment une impulsion quand je vois un bourrin, ce que j'appelle moi les bourrins comme ça. Mmh. J'ai vraiment un truc qui arrive là très vite que j'ai connu à une époque, qui après je vais aller lui péter la tronche, il va peut-être comprendre, tu vois. Mmh. Et cet espace-là, il est très vif. Oui. Donc ça m'amène encore à tout ce chemin d'aller pacifier cette partie de là, de ce masculin qui est terriblement blessé, parce que je l'ai été moi-même et je l'ai incarné en plus. Alors, ce que je ne fais plus, c'est de me juger. Ça, je l'ai tellement bien compris Mmh. que je me juge plus. Quand je fais ça, j'observe, ah ok, parce que tu as jugé un frère, tu l'as Mmh. condamné que lui, il a rien compris à la vie, et tatati, et ça. Et et je me dis, je vois juste qu'il est perdu, il est en souffrance, il sait pas faire. Tu vois, c'est là que j'arrive un peu à atténuer l'après-coup. Là, je mets du baume. Je mets du baume sur moi-même et je mets du baume à ma manière d'envoyer, dire, ok, le juge pas, le condamne pas, sinon tu renforces ce qu'il est. Le bouddhisme, ça t'a beaucoup aidé justement dans ce sens-là, parce que j'entends de la compassion en fait finalement à un endroit. Tu sais, quand t'es plus dans l'émotionnel, en tout cas, d'arriver à rentrer à la compassion de tiens, cette personne à cet endroit-là a une souffrance, et en fait, bah du coup je comprends en fait qu'il y a une réaction ainsi, etc., etc. Ouais, le bouddhisme j'ai fréquenté le bouddhisme pendant 5 ans, de 2010 à 2015 et ça m'a beaucoup apporté sur la paix, ouais. Et d'ailleurs, quand j'ai eu cette ouverture du cœur, j'ai voulu me rapprocher. Moi, avant, je rejetais toutes les religions et même au-delà des religions, le Dieu, tout ça, ça n'existait pas. Mmh. Moi, ma devise, de là, avec ce que j'avais vécu et ce que j'avais morflé, c'était: «Dieu n'existe pas et s'il existe, c'est un salaud». Voilà, ça, c'était Mmh. ma devise, moi. Donc voilà où j'en étais et quand j'ai eu cet espace qui s'est ouvert d'amour,
de paix et tout ça. Maintenant, on peut mettre des mots dessus, peu importe, chacun y mettra la lumière, chacun. Eh ben oui, j'ai senti un appel puissant de quelque chose de plus grand qui était là que moi. Mmh. Et qui était là, comme cet espace qui était en moi, et qui était là, qui n'attendait que moi. Et donc, quand j'ai eu cet espace qui s'est ouvert, bah, le christianisme pour moi là, c'était pas possible. Parce que, voilà, j'étais dans le rejet de tout ce qu'avait fait le christianisme, puis j'avais baigné dedans, j'avais vu des gens aussi chrétiens, tout ça, soi-disant: «Aime ton semblable comme toi-même», et qui m'avaient condamné quand je suis sorti de la cité. Je suis tombé avec des gens, voilà, qui allaient à l'église et tout, et qui donc pour moi, j'ai dit: «Non mais cette religion-là, c'est de la merde». Voilà, si je fais compter entre ce que j'entendais de ce que le Christ disait, que maintenant je reconnais les paroles du Christ saintes, et que ces gens-là, ce qu'ils faisaient, j'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris dans le message, quoi?» Bref, j'avais rejeté. J'ai voulu me rappeler de l'islam, parce que j'avais beaucoup de copains qui étaient musulmans et j'avais baigné dedans. Donc j'avais un grand respect pour la religion parce Mmh. que, bah, moi j'ai pas connu cette religion qu'on dénonce aujourd'hui de prédation, de terrorisme et tout ça. J'ai connu vraiment une religion où des gens en paix, en amour, et comme je disais tout à l'heure, qui m'ont accueilli chez eux comme un prince, quoi. Et ils étaient musulmans, quoi, à ouvrir leur maison et à offrir les gâteaux. Enfin bref, j'ai connu ça, moi, cet islam-là que j'ai connu. Donc, je me sentais attiré, et non, ça s'est pas totalement ouvert pour moi pour me rapprocher des enseignements de l'islam. Et suite à un ou 2 livres que j'ai commencé à lire sur le bouddhisme, et là ça m'a parlé. Donc j'ai été au temple pendant 5 ans, j'ai fréquenté le temple pendant 5 ans à côté de Toulouse, à Lavaur là-bas, à Vajrayogini. Donc j'allais suivre des enseignements, c'est tout, hein. Quand j'étais au temple, j'allais, 4-5 fois par an sur des séminaires d'enseignement. J'ai découvert donc, oui, ces termes-là que je connaissais pas, Ouais. je crois que j'avais jamais entendu parler, ou j'avais pas noté. La compassion, l'empathie, Attitude. l'équanimité, la gratitude, tous ces mots-là, la paix, puis un appel de la paix. Le message du Bouddha est pour moi puissant. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigné et pacifié, aidé à Mmh. pacifier, ouais. Et puis comme j'avais pas de, ouais, je voyais cette religion, je parle au passé parce que après, en étant dedans, j'ai découvert que c'est pas si rose que ça non plus. C'est Ça d'accord. reste une religion et qu'il y a des divisions, et c'est ça qui m'a commencé Des à faire dogmes. des pas en retrait. Je n'ai pas pris refuge, comme on appelle en bouddhisme, on prend refuge, c'est-à-dire c'est le baptême, on appelle ça. J'ai une amie qui l'a fait, et elle me disait: «Allez, viens Pascal, on le fait». Non, pas encore, et puis je l'ai pas fait parce que, bah, après je me suis aperçu de choses, que ça restait une religion, et que même au sein de cette religion, même si j'ai un grand respect, hein, je critique pas, c'est juste que moi, là, il y avait Ton quelque chose chemin en s'arrête. moi qui par rapport à mes blessures, que je pouvais pas, voilà, Mmh. qui faisait que, mais j'ai adoré les enseignements, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la guérison, et ce que j'ai beaucoup apprécié les premières fois où j'y suis allé, il fallait, quand on rentrait dans la pièce où il y avait des enseignements, on pouvait s'agenouiller, s'incliner devant le Bouddha et tout ça. Moi, c'était impossible de me mettre à genoux. Possible de m'incliner. De t'incliner, Ah ouais, ouais. c'était Ouais. impossible. Même devant le Bouddha, c'était Ouais. impossible. Et donc, il y avait des choses à faire, des petits rituels, même si on n'était pas bouddhiste, c'est-à-dire on n'avait pas pris refuge. Il y en a qui faisaient les enseignements, qui avaient pris refuge, et il y avait des gens comme moi, qui venaient juste pour les initiations, les philosophies, qu'on a dit. Et, et moi, ça commençait les 2 premières fois, ça me bloquait et je me sentais mal à l'aise. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux pas le faire? Et si je le fais pas, comment je vais être vu? Donc, tous ces questionnements. Et j'ai été voir l'enseignante qui s'appelle Nyanga, et voilà, une belle personne. J'ai été la voir, j'ai dit: «Moi, Nyanga, tous ces trucs-là, Salam-Aleik, là, c'est tout ça». Ah, c'est comme ça que je parlais à l'époque, hein. Salam-Aleik, ce truc-là, moi, ça me parle pas, et est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut prier? Parce que, ah oui, il y avait des chants, fallait prier, tout ça. Moi, je n'avais pas envie de le faire à ce moment-là. Maintenant, je pourrais le faire. Je suis pacifié, mais à l'époque, c'était encore trop violent. Moi, il y avait un côté soumission, d'obéissance à autrui, même si c'était pas possible. Je venais prendre ce que j'avais besoin, mais je pouvais pas donner plus. Et elle m'a dit: «Il y a pas de souci Pascal, fais comme tu veux. Tu t'assois, nous si on fait nos chants là, t'attends, et après on fera les enseignements». Parce qu'ils faisaient des chants avant, après, et tout le monde y participait, mais moi je pouvais pas là. Et si elle m'avait dit non, je serais parti. Mmh. Et là, ça m'a vraiment fait du bien, et j'ai senti vraiment, voilà, ça, ce qu'on parle, la compassion, l'amour dans son regard, la façon, c'était un petit bout de femme aussi, là, c'était Mmh. Nyanga, un petit bout de femme rasée, bien sûr, c'était une nonne. Et j'ai senti tout son amour dans ses propos, dans sa voix, dans son intonation et dans son regard. Elle m'a accueilli tel que j'étais. Et ça m'a fait énormément de Mmh. bien aussi. Elle m'a accueilli tel que j'étais. Tu veux pas t'incliner? T'incline pas. Tu veux pas chanter? Tu veux pas prier?
Ne prie pas. Prends ce qui ne peut pas prendre dans le bon sens du terme. Viens chercher ce que tu viens chercher. Et tu vois, Et en acceptant ça, j'ai fait le chemin et maintenant je peux m'incliner maintenant. t'as accueilli comme t'étais et Ouais, c'est toi qui t'es autorisé ensuite, j'imagine, à t'ouvrir à ces nouvelles choses. oui, en paix, ouais. Mmh. Et aujourd'hui, je m'incline facilement maintenant et au Mmh. contraire, j'ai compris la puissance de Mmh. s'incliner. D'ailleurs, pas le Bouddha, c'est presque pareil, enfin, Dalai Lama l'a dit, cette phrase aussi que j'aime beaucoup, que j'ai compris, mais il m'a fallu du temps pour l'assimiler, la comprendre, et qui dit comme ça: «Lorsque tu t'inclines, tu ne fais que t'incliner devant toi-même». Mmh. Et ça, il faut moi, en tous les cas, pour moi, avec le chemin que j'avais fait, où il fallait pas baisser les yeux, il fallait pas mettre un genou à terre, sinon tu sais pas si tu te relèverais. Mmh. M'incliner, c'était Ouais. impossible. Ou Mmh. comme je disais à l'armée, baisser les yeux devant l'autre qui voulait me faire baisser les yeux, c'était impossible. Donc c'était la même chose, c'était un défi intérieur. Et c'est en ça que je reviens à ce que je disais, c'est là que c'est toutes ces expériences-là qui m'ont montré que cet espace d'amour que l'on a toutes et tous en nous, il force pas la porte. Il prend la place au fur et à mesure que tu lui laisses. Plus tu recules cette haine, cette colère, ces jugements, et plus elle prend l'espace. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Eh ben, c'est ce qui se passe. C'est ce que j'ai compris en moi. Plus j'ai laissé de l'espace à cet espace qui voulait prendre, germer, fleurir et tout ça, mais sans forcer. C'est lui. C'est quand t'es prêt. Ok. Ok, t'as pu faire un peu plus d'espace. Je prends l'espace. Mmh. Et puis des fois, tu reprends. Ok. Il recule. Il y a pas d'objection. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis à Ouais. l'intérieur. C'est beaucoup de douceur et de bienveillance et Mmh. d'amour. Mmh. Et là, Merci. la paix arrive. Merci pour ces mots. On arrive tout doucement à la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux hommes, alors peut-être pas les hommes de la cité, mais en tout cas peut-être n'importe quel homme qui se sent dans cette espèce de colère retenue, tu vois, ou qui s'inflige peut-être une certaine violence à l'intérieur, parce que à l'extérieur il y a aussi une violence, qu'elle soit, qu'elle vienne de la cité ou d'un autre milieu, domaine. Ouais, qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire? Va lui dire, celui qui écoutera, fais-toi confiance. T'as le droit d'être faible. Et c'est pas une faiblesse d'être faible. Mmh. Hein. Au contraire, pleurer, moi, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré pour sortir toutes les fois où j'avais pas pu pleurer quand j'ai vécu, soit j'ai vécu ou j'ai vu Mmh. des choses qui étaient révoltantes et il fallait que je garde l'armure, ne pas verser une larme. Donc j'en ai versé des larmes, j'en ai versé en thérapie, dans les Mmh. bras d'une femme parce que là, je pouvais m'abandonner et puis ça sortait, quoi. Mais, et donc oui, en fait, il y a pas de faiblesse. Ouais, il y a pas de faiblesse. C'est jugé comme une faiblesse qu'un homme pleure ou qu'il se sente pas capable. Porter tout le fardeau et maintenant que j'ai fait des cercles d'hommes, combien d'hommes j'ai entendu, des cercles d'hommes ou festivals, enfin des cercles où des hommes osent s'abandonner et se montrer dans leur Se livrer. vulnérabilité, se livrer, voilà, dans leur vulnérabilité. Combien maintenant j'ai entendu qu'ils veulent plus porter ce fardeau du patriarcat. Faut être dur, faut porter la famille, faut pas pleurer, il faut faire ci, et il faut rapporter de l'argent à la maison et tout ça. Mais combien d'hommes ont sombré à cause de ça aussi, tu vois? Parce que ça devient trop lourd, Mmh. trop, trop lourd. Et ils tombent dans l'alcool, dans la violence, dans les addictions multiples et les abus et tout ça, c'est ce cocktail-là. Et voilà, ce que j'ai envie de leur dire, c'est: t'as le droit de laisse vie à ton petit garçon, voilà, libère-le, voilà, libérer son petit garçon intérieur, voilà, laisse-le aller courir dans les flaques d'eau, dans la boue, jeter de la boue, se mettre de la boue sur le visage, c'est tout ça, toutes ces folies que ma mère m'interdisait, Mmh. tu vois? Bah, moi maintenant, pas je le fais et encore, pourquoi pas le faire physiquement, mais je laisse cette folie en moi et puis cette faiblesse aussi du petit garçon qui peut plus regarde, un petit garçon, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un enfant de 5-6 ans, j'ai eu la chance d'avoir un fils, je l'ai toujours, mais maintenant il est grand, mais de l'avoir élevé, mais c'est fascinant un enfant, il va te bouder, il va pleurer 2 minutes, 2 minutes après, il vient te prendre et ça y est, c'est parti, la vie est belle et hop, la tristesse qu'il a laissée dans un coin, ça y est, 2 minutes après, tu as l'impression que c'est l'enfant le plus heureux du monde. Ils sont capables de vivre c'est ça d'une facilité et c'est ça que je trouve qu'on doit retrouver, particulièrement parce qu'on est sur les hommes. Moi, que tu vas le retrouver, c'est cette, OK, là, je suis triste, demain ou dans 1 heure, je vais être heureux. Mais c'est parce que j'ai vécu ma tristesse, que je l'ai pas étouffée. Mmh. Parce que, comme je dis souvent, quand j'accompagne, c'est ce que j'ai compris, c'est de la compression que vient l'explosion.
Donc plus je compresse ma tristesse, plus je compresse aussi des fois certains hommes qui veulent pas se montrer en colère, ça c'est pas beau, mais c'est plus rare. Mais la tristesse, plus elle est là, elle comprime, mais à un moment donné, elle sort. Et bien souvent, c'est par la violence qu'elle sort. Parce que c'est la tristesse, parce qu'on n'a pas le droit. Donc c'est ça, Mmh. de dire, sois fragile et sois puissamment fragile. Mmh. Voilà. Puissamment fragile, j'aime bien. Mmh. Ouais. Dernière petite question. Comment tu te sens et avec quoi tu repars de ce moment ensemble? Mais beaucoup de joie, je te remercie grandement. C'est gratitude pour ce que de m'avoir invité, mais pour ce que tu fais. Pas que seulement pour moi, parce que je me rends compte avec l'expérience que je viens de vivre de tout ce que ça peut apporter pour les hommes qui te témoignent, mais aussi après de la manière dont c'est diffusé. Donc moi, chaque pierre à l'édifice de cette paix mondiale, c'est-à-dire mais elle part de chacun, ce que chacun fait. La paix sera à l'extérieur quand chacun a fait cette paix intérieure. Donc chaque personne qui œuvre et qui met même ne serait-ce un grain de sable à cette œuvre, mais ou une pierre comme on dit, et qui œuvre à ça, moi ça me touche quoi. C'est voilà, là la fraternité elle est là Mmh. avec les sœurs et les frères quoi dans le monde et là on se retrouve quoi. Là je suis dans un espace où je me dis ouais, ça vaut le coup d'être ici. Alors ici à Bayonne, mais aussi ici sur cette planète bleue qui est parfois percutante, puis aussi et révoltante, percutante et révoltante, et parfois qui amène dans des moments d'extase et de plénitude et de sérénité infinie. Mmh. Et j'ai connu ces 2 espaces, et je connais ces 2 espaces. Donc voilà, c'est magnifique quoi en fait. Alléluia. Donc merci à toi. Merci à toi Merci à aussi toi pour de vrai. merci pour ces mots et merci pour, tous ces partages et ce chouette voyage. J'ai beaucoup aimé, partager ce moment avec toi. Mmh. De toute façon, je mettrai le lien vers ton site, si les gens sont intéressés par ton Ouais. parcours, ton livre. Puis moi, je te dis, j'ai envie de te dire bon chemin ou bonne continuation. Et puis au plaisir. Merci et à toi également et merci, de la fluidité de l'interview. C'était pas mon premier, mais c'est voilà, chaque interview est différent, mais j'ai bien aimé ceci, cette comme tu m'avais dit au départ, fluidité, légèreté, et comme 2 potes là qui partagent un moment et qui s'échangent et comme tu disais, on a bien le micro, la caméra et que c'est léger et c'est fraternel, ouais, Mmh. qui me vient, ouais, c'est ça. Donc merci et puis bah, voilà. Contribuer à chacun à apporter, cette interview, s'il peut apporter quelque chose, eh ben, voilà, la grâce de Dieu. Elle te sera envoyée, puis on verra ce Voilà, que merci Pascal, merci. au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.